Déjà, bonjour à tous. Du coup, on va se présenter. Du coup, moi, je m'appelle Léna. Du coup, je suis étudiante de la promo, la deuxième promo LEDR. Donc, on est présent avec Apolline, Émilie, Ibrahima et Hilaria. Il y a également Nicolas, qui est prof à LEDR, qui est présent, et Lorraine, que vous avez dû, certains ont eu en contact, qui s'occupe du recrutement de la future promo. Du coup, on fait partie de la maison Petrov, donc autrement dit Gryffondor, mais ça, après, on vous expliquera par la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? C'était vraiment le plus important à dire. Mais tellement. On est tellement fiers de notre maison, attends. Et du coup, dans le cadre de notre projet, en fait, qui est de recruter la future promo, on a choisi de réaliser cette porte ouverte virtuelle parce qu'on ne pouvait pas la faire en présentiel à l'école au vu du Covid. Du coup, voilà, donc on va vous présenter différents points pendant l'échange. Donc, Nicolas va vous présenter LEDR. Émilie va vous parler de pourquoi elle a choisi LEDR et comment elle a trouvé son entreprise. Moi, par la suite, je vous parlerai de mon intégration à LEDR et comment je l'ai vécu et comment je vis, entre guillemets, l'histoire LEDR. Daria vous racontera, elle, son arrivée en décalé à LEDR et en entreprise également. Et Ibrahima vous évoquera le fonctionnement et vous racontera une semaine type LEDR, toujours. Et Apolline vous montrera qu'il n'y aura pas besoin d'avoir fait une formation RH pour faire du recrutement. Et je vais juste insister que le Zoom va être enregistré. Donc, vous ne soyez pas surpris si vous voyez en haut le logo enregistrement et après, vous pourrez le revisionner ou le repartager si vous connaissez des gens qui voulaient venir à cette porte ouverte mais qui n'ont pas pu. Du coup, voilà. Moi, je vous ai présenté ce qu'il allait se passer pendant 2 heures. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Si vous avez des attentes particulières, vous pouvez le mettre dans le chat, là où on discutait à l'instant. Alors non, c'est pas si vous avez des attentes. Que tout le monde écrive. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée porte ouverte? Pourquoi vous êtes venus? À quoi vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi on est là un samedi alors qu'on pourrait être en week-end? Parce que eux, je sais, eux, ils sont obligés, mais vous. Oui, Alix, c'est uniquement pour la formation étudiante en alternance. Si tu es venu pour qu'on te présente le parcours LEDR Pro, c'est pas pour aujourd'hui. Après, tu peux rester, hein, on ne chasse pas. Mais du coup, on va parler vraiment que de la formation étudiante et pour le parcours pro de mon Nina, elle pourra t'envoyer la doc si tu veux. Nadjet dit j'aurais aimé visiter les locaux, mais je pense que c'est pas prévu. Bah, c'était prévu à la base. Mais on a une petite vidéo. Ah, cool. Donc, ça te donnera un petit aperçu. Mais voilà, malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais on a une petite vidéo. Super. Après, peut-être qu'on en fera une en juillet à voir. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer et quand est-ce que les trucs vont rouvrir. On a décidé, nous, de ne pas rouvrir tant que les restaurants ne rouvriraient pas. Ok. Armand dit par les newsletters. Les autres, vous attendez quoi cet échange? Caroline, Joannelle, Lubna, Milena, Karima. Oh, Paul! Est-ce que Paul est le seul mec? Ah oui. Il semblerait, oui. Il semblerait. Il semblerait que oui. Paul dit bonjour à tous. Il semblerait que oui. T'es venu pourquoi tu passes un samedi sur un Zoom, Paul? Ces gens qui ont peur de mettre leur micro. Comprendre. Joannelle dit comprendre le fonctionnement de l'école de conduite pédagogique. Ok, ça va le faire. Lubna dit moi j'attends vraiment de savoir si cette école pourrait convenir en projet professionnel. Ok. Je me permets de vous couper. Dis-nous, coupe-moi. Vous m'avez dit le Zoom sera rediffusionné. On pourra le revoir? Oui, il sera enregistré, ouais. Oui. Ok, d'accord. Sur le site internet? À mon avis, non. À mon avis, on vous enverra un lien. Ouais, ça sera envoyé par mail. Ouais, parce que moi, je devrais quitter plus tôt, du coup, donc... Ok.
Mais ça finira probablement plus tôt, sachant que Léna avait marqué 20 minutes pour cette partie. Il y a de grandes chances que ça finisse plus tôt. Pauline dit avoir le ressenti des étudiants actuels, ok. Les autres? Moi, de connaître le déroulement des cours et les avis des étudiants. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir vos avis en tant que cobaye. Déjà, on a survécu. Pas encore, t'en sais rien. Ça se trouve, vous allez tous mourir. Déjà, au mois de mai, c'est bon, on a survécu. Ça rassure déjà des Julie. Hop, connaître le programme. Ok, c'est prévu aussi. Cool. Bah, on va pas tarder. On va enchaîner. Paul dit avoir des retours d'expérience. Alors, avoir des retours sur l'expérience, savoir ce que la formation leur a apporté par rapport à une formation petit classique. Et Loubna dit surtout savoir si vous êtes tous de Paris de base. Pas du tout. Il y a plein de gens qui viennent de Bretagne-Normandie, cette région unique. Il y en a qui viennent de Perpignan. Louis vient de Perpignan. De Lyon. Lucille est à Niort. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas à Paris à la base et qui du coup font l'aller-retour. Comme c'est une semaine sur 4, ils font l'aller-retour une fois tous les mois. Ok, bah let's go. On va essayer de répondre à la plupart de vos attentes. Alix, et je vais rester quand même. Mais t'es la bienvenue, Alix. Si t'as un truc, t'as rien de mieux à faire que de m'écouter, que de t'infliger ma voix pendant 20 minutes, tu es la bienvenue. Sinon, j'ai des recommandations de séries Netflix que je peux t'envoyer par message. Donc, j'allais vous dire, m'appelle donc Nicolas Gavita. À 22 ans, qui est probablement l'âge moyen que vous avez autour de la table, entre guillemets. Je suis vraiment vieux, je fais des guillemets. De mon temps, c'était pas encore ringard de faire des guillemets comme ça. À 22 ans, je savais pas quoi faire. Comme plein de gens. Je sais que quand on est étudiante, on a l'impression que tous les autres savent ce qu'ils font. En fait, les autres ne savent pas, les autres ils demandent tous. Les quelques rares personnes qui savent ce qu'elles veulent faire à 20 ans sont des psychopathes en général. Ou des gens qui ont des vocations. Mais c'est quand même hyper rare. Et du coup, je savais pas quoi faire. J'ai fait un parcours, j'ai fait une terminale S, ce qui m'a amené à faire une prépa. Enfin, c'est le truc généraliste à la fin d'une école de commerce parce que je savais pas quoi choisir. Et j'ai pris la majeure la plus généraliste, mon master 2, qui s'appelait ingénieur d'affaires international, mais c'était vraiment la majeure la plus généraliste de mon école parce que je savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une année de césure, un an dans une entreprise. On peut plus faire ça maintenant, un an de stage. Maintenant, c'est 6 mois maximum. Mais à l'époque, on pouvait faire un an de stage d'immersion dans une boîte et j'avais été par total hasard chez IBM. Je marchais dans le forum de recrutement des césures. Je suis tombé sur une pote qui avait un an de plus que moi. Elle m'a dit « Ah, vas-y, tu veux dire chez IBM ?» Je dis « Oh, pourquoi pas ?» Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé chez IBM et c'était horrible. C'était horrible parce que, en fait, j'ai appris à des gens en Slovaquie à faire mon métier. Et au bout de 3 mois, il n'y avait plus de métier. Donc, 3 mois après, j'étais là et j'avais plus rien à faire. Et je dormais Je me rappelle encore de scènes où je dormais sur mon siège et je me réveillais au milieu de conversation. Et en fait, il y avait un mec qui me parlait et je ne savais pas depuis combien de temps il me parlait parce que je dormais. Il ne s'était pas rendu compte que je dormais parce que j'étais le siège en face du coin. Et en fait, cette expérience m'a appris que avoir un bon salaire, c'est cool. Mais kiffer ce qu'on fait, c'est encore mieux. J'y croyais pas. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, je disais ah, mais les gens qui disent que l'argent c'est pas le bonheur, c'est parce qu'ils ont de l'argent justement, etc. J'étais très sceptique de ce truc. Une fois que je l'ai vécu, je me disais ok, ouais, non, plus jamais ça, c'est mort. Même pour 6 000 € par mois, je referai pas cette expérience chez IBM. Alors, pas parce qu'IBM c'est pas bien. IBM c'est une boîte qui est cool, mais pour le coup, mon contexte particulier chez IBM faisait que ouais, je m'ennuyais comme la mort et c'était insupportable. Et donc je suis retourné avec cette conviction. J'ai eu un prof qui a changé ma vie. C'est pour ça que je crois vraiment que l'éducation peut changer la vie. Quand je suis revenu à ce Master 2, qui était donc après la césure, qui était généraliste, j'avais un prof qui enseignait l'entrepreneuriat, les startups, etc. et qui nous a immergés pendant une semaine dans une de ces startups. C'était un mec qui avait investi dans plein de startups et il nous a immergés pendant une semaine. Et je me suis dit, ah voilà, ok, en fait, c'est dans un environnement comme ça que j'ai envie de travailler. Et c'est ce qui a fait que quand je suis sorti d'école, j'ai commencé à chercher
un truc comme ça. Et je suis tombé par les effets du réseau, parce qu'en école de commerce, on n'apprend pas grand-chose pédagogiquement, mais on apprend beaucoup à avoir des réseaux. Et donc, il y avait des anciens de l'école qui voulaient monter un cabinet de recrutement. Et du coup, ils m'ont donné 19 000 euros. Et ils m'ont dit, tiens, monte un cabinet avec ces 19 000 euros. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. C'est comme ça que je suis arrivé dans le recrutement. Et à l'époque, j'ai monté un blog qui s'appelait Les Sourceurs pour raconter un peu les techniques de recrutement que j'utilisais parce que j'en recrutais des développeurs. Tout le monde voit ce que c'est un développeur. Développeur, les gens qui codent des sites. Et c'est un métier qui est pénurique. C'est un métier qui est pénurique, c'est un métier, c'est hyper dur d'en avoir. C'est ce qui t'oblige à faire du sourcing. Quand je dis sourcing, est-ce que tout le monde comprend déjà ce que veut dire le mot sourcing? Je dois expliquer ce que c'est du sourcing. Si quelqu'un ne comprend pas un truc que je dis, n'hésitez pas à me couper. Le sourcing, donc la phase d'identification et d'engagement des candidats, donc le fait d'aller chercher des gens. Et donc les développeurs, tu es obligé de les sourcer. Tu mets une annonce, les développeurs ne répondent pas. Donc ça m'a appris à me débrouiller, à faire du sourcing. Et comme j'avais ce blog qui s'appelait Les Sourceurs, j'étais repéré par Laurent Brouat. Donc Laurent Brouat, qui est le fondateur de l'école du recrutement, et qui m'a dit vas-y, rejoins-moi. Ce à quoi j'ai répondu bah non, j'ai une boîte, c'est hors de question. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait un exercice qui s'appelle l'héritage de l'oncle Raph, que vous ferez aussi, qui est un exercice qui permet de se remettre en question et de savoir ce qu'on veut dans la vie. En gros, tu ferais quoi avec 10 millions d'euros? Et en répondant à ce truc, je me suis rendu compte que mon kiff dans la vie, c'était d'écrire, c'était d'enseigner, c'était d'aller en boîte. Voilà. C'était mes 3 kiffs de l'époque. Maintenant, je trouvais pour aller en boîte, mais à l'époque, c'était mes kiffs. Et je me suis dit, en fait, il faut que je trouve un métier où je fais ça. Et donc, c'est là que j'ai recontacté Laurent Brouat et je lui ai dit, ça tient toujours l'offre. Et il m'a donc débauché de ma propre entreprise. Voilà comment c'est passé. Donc, ça, c'est comment je suis arrivé chez LEDR. Aujourd'hui, la plupart de mon temps se répartit entre donner des cours donc, aux étudiantes et faire des formations. Parce qu'en fait, on a une activité, la partie étudiante, c'est environ 25% de notre chiffre d'affaires. Cette année, même pas. Cette année, l'année dernière, c'était, attends, peut-être combien, 20 fois 10, ça fait 200. Ça fait 15% de chiffre d'affaires. L'année prochaine, on espère que ça fasse plutôt un tiers du chiffre d'affaires. Mais il n'empêche que le gros du chiffre d'affaires est généré par ce pourquoi Alix croyait qu'elle était venue aujourd'hui, qui est le parcours pro. Alex dit j'aimerais en savoir plus sur le modèle économique de l'école. Le modèle économique de l'école, il est en 3 parties. Tu as une partie qui est l'événementiel. Donc, l'événementiel, est la partie qui a le plus souffert du coronavirus. On fait venir des gens. Il y a eu la conférence du recrutement début janvier. Il y aurait dû avoir Trou Paris en avril. Trou Paris, c'est un grand événement où les gens ils débattent de recrutement. Donc, on a plein d'événements comme ça. Ça nous fait 15% du chiffre d'affaires. Tu as la partie étudiant, qui est ce dont on parle aujourd'hui, qui est le format, il est simple, c'est les entreprises payent 10K donc 10 000 euros pour avoir un étudiant. Vous ne payez pas. Les entreprises, elles payent 10 000 euros. Et donc, tu prends 200 étudiants x 10, ça fait 200 000 euros. Ça fait environ 15% aussi de notre chiffre d'affaires l'an dernier. Et le gros du gros, on vend des licences. Notre parcours, donc on a un parcours d'1 an à distance. C'est une sorte de Netflix pour les recruteurs. De toute façon, vous le verrez, si vous rejoignez l'école, vous le verrez, puisqu'on l'offre à tous les étudiants. Et tous les étudiants, toutes les étudiantes font le parcours. Parce que, alors je m'avance sur la presse, mais le parcours, c'est la seule chose qui est certifiée par l'État dans cette école. Puisque, comme vous le savez, j'espère déjà, cette école n'a pas de diplôme. Loubna, je dis chaque étudiant réussit à trouver une entreprise. Ok, je te réponds dans 2 secondes, Loubna, parce que c'est dans 2 secondes je parle de ça. Mais en tout cas, sache que l'année, je dis je te réponds, non, je dis je vais te répondre, je te réponds maintenant. L'année dernière, sur les 11 élèves qu'on a eus, après 6 mois, tous les élèves qui cherchaient ont été embauchés. La personne qui a eu le plus de temps à trouver un truc, c'est Jennifer. Mais Jennifer, parce qu'elle a zigzagué, elle a fait 2 boîtes avant de trouver, elle a sa 3e boîte et je pense que c'est la bonne. Donc, on a 9 élèves qui sont actuellement embauchés et 2 autres qui ont continué leurs études après, qui sont Dorian et Benjamin. De toute façon, je vous donnerai les coordonnées de tout le monde. Donc, je vous disais, oui. Je vous disais pourquoi on a monté l'école. C'est comme je vous dis, notre cœur de métier. C'était quoi le salaire en premier
Premier emploi. Ok, je note la question et j'y réponds après sur la partie insertion. Notre premier métier, comme je vous le disais, c'était d'enseigner le recrutement à des professionnels, des gens qui sont déjà en entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vraie école de recrutement. Un des problèmes qu'on rencontrait quand on formait les gens, c'est qu'ils n'avaient pas été formés. C'est-à-dire qu'ils avaient fait éventuellement de la RH, mais ils n'avaient pas fait du recrutement en tant que tel. Et question pour vous, à votre avis, ça sert à quoi une école? C'est quoi le rôle d'une école? Vous avez tous été à l'école, a priori, sauf si quelqu'un a réussi à échapper à ce truc qui vient pour la première fois de sa vie dans une école. Ça sert à quoi une école? Loubna dit apprendre à apprendre. Enseigner, enfin plutôt apprendre du coup. Non, je veux dire à quoi sert une école pour les étudiants, pas pour les profs. À quoi sert une école à apprendre? C'est marrant, vous dites ça, mais la première question que vous me posez, c'est ah, ok, voilà, merci Chalali. Avoir un job, développer le projet pro, ok. Donc effectivement, une école, ça a 3 fonctions en vrai. Merci Paul pour la 3e fonction. Donc exactement, une école, ça a 3 fonctions. La première, qui est la plus évidente, c'est d'enseigner quelque chose. Tout à fait, Joanne, exactement. La deuxième, c'est de créer un groupe d'humains qui vont être en réseau et qui vont apprendre à vivre. Alors, plus vous êtes jeune et plus c'est apprendre à vivre en communauté. Quand vous êtes au primaire, on vous apprend à ne pas couper la parole des gens, à ne pas taper sur vos camarades, etc., etc. Et plus vous grandissez, plus le groupe humain, il va tisser un réseau. Moi, parmi les relations pro, parmi les relations les plus solides que j'ai nouées, c'est des relations que j'ai nouées quand j'étais en Master 2. Et la dernière fonction, c'est effectivement vous former éventuellement un métier. Et les 3 fonctions sont aussi importantes les unes que les autres. Parfois, les gens se focalisent que sur oui, une école doit donner un métier. Pas que, parce que sinon, il n'y aurait plus de fac de philo. Parfois, les gens ils se focalisent que sur l'école doit enseigner. Pas que, sinon, il n'y aura pas de BTS. Bref, donc une école bien équilibrée, elle remplit toutes ces fonctions. Et du coup, deuxième question, à votre avis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système scolaire actuel? Si vous deviez expliquer pourquoi le système scolaire actuel galère, vous direz quoi? Je vous nomme ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous changez? Ça ne prépare pas assez. On ne prépare pas assez, ça veut dire quoi on ne prépare pas assez? On a un décalage entre la réalité et ce qu'on nous enseigne. Ah, t'as un décalage entre la réalité, tu veux dire la réalité professionnelle, j'imagine? Ouais. Pas de pratique. La formation théorique soit en présentiel ou à distance? Je n'ai pas compris. C'est une question. Hein? On ne nous apprend pas les rouages des entreprises. Ok. Quoi d'autre? Pour avoir été en école de commerce, je pense qu'on ne se focalise pas assez sur les connaissances. Non, mais en même temps, l'école de commerce, c'est un modèle qui marche assez bien. Hein. Je ne connais pas beaucoup de gens à qui ça n'a pas ouvert des portes. En vrai. D'autres idées sur pourquoi les écoles font des promesses de garantie d'embauche et de salaire à la sortie, alors qu'à l'arrivée, ce n'est souvent pas le cas. Ah, c'est une bonne remarque, Alix. Contrairement à ce que tu crois, la plupart des écoles ne mentent pas sur le salaire à la sortie. Parce que tu n'as pas beaucoup d'intérêt à le faire, parce que le problème, c'est que si… je vais t'expliquer. je te promets que non, Alix. Mais tu n'as pas beaucoup d'intérêt à le faire en tant qu'école. Par contre, là où il y a une mésentente, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est une moyenne. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Typiquement, c'est quoi le salaire moyen en France? Quelqu'un sait c'est quoi le salaire moyen en France? Quelqu'un? Ça doit tourner autour du SMIC, non? Non, le salaire moyen. Le salaire moyen. Bah, par définition, on ne peut pas être au SMIC, le salaire moyen, puisque c'est le SMIC. Pauline dit 30K, j'imagine, pas 30 €. Le salaire moyen en France, il est à 2400 € brut par mois. D'accord? C'est le salaire moyen en France. Mais ça veut dire quoi le salaire moyen? Ça veut dire que la moitié des gens gagnent plus que 2400 €. Non, on est d'accord. Ça, c'est le salaire médian. Le salaire médian en France, il est de 1700 €. Et très souvent, les gens confondent un médian et une moyenne. Et comme tu confonds un médian et une moyenne, bah, ça bouleverse la moyenne. Mais donner par exemple, moi, le cas de mon école. Mon école, le salaire moyen, c'est 39K. Sauf que derrière le 39K, qu'est-ce qui se passe?
il y a la moitié des gens de mon école qui vont en audit et en conseil, chez Accenture, Capgemini, ce genre de boîte, qui touchent des 45K dès la sortie, et l'autre moitié, comme moi, qui vont dans d'autres domaines et qui touchent plutôt 30K, 31K, etc. Est-ce que ça veut dire que l'école elle a menti sur la moyenne? Non. Ça veut dire, comme tu dis, Alix, que ça dépend du secteur et qu'en général, l'école te donne une moyenne qui est globale et que, bah, oui, forcément, que le chiffre de la moyenne, bah, il ne reflète pas la différence par secteur. D'autres réactions sur pourquoi ce qui vous a frustré dans vos parcours avant scolaires? Avant que j'enchaîne. Pour être honnête, les ESN. Qu'est-ce que tu veux dire par les ESN? Dans le secteur culturel, ah bah oui, c'est sûr. Tout ce qui est secteur culturel, artistique et la pub, ça paye très très mal. Non, mais je sais ce que c'est, je je veux dire, pourquoi tu parles de ESN? L'inadéquation parce qu'on a appris les compétences attendues dans le monde pro. Ok, bah c'est une réponse qui est revenue souvent. C'est une réponse que les gens font le plus, qui est l'inadéquation entre les compétences attendues et les compétences professionnelles. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. La preuve, parmi les plus grands dirigeants de cette planète, il y a plein de gens qui ont fait des cursus de philosophie. Or, la philosophie ne donne aucune compétence professionnelle. De la même manière, il y a encore 40-50 ans, le bac permettait d'être ingénieur. Pourquoi le bac permettait d'être ingénieur? Parce que les boîtes te formaient derrière. Donc, je pense que c'est pas tant une histoire de préparer aux compétences pro derrière, puisqu'une école de commerce, quelqu'un l'a dit, t'es pas tant préparé que ça. Ce qui marche bien dans une école de commerce, pour le coup, parce que je pense que l'école de commerce c'est un modèle qui marche bien, c'est qu'en vrai, ils ont du budget. Et comme ils ont du budget, il y a plus de profs par élève. Et comme il y a plus de profs par élève et qu'ils savent ce que c'est un réseau, etc., etc. Et les écoles de commerce, elles ont réussi à développer un réseau qui font que les gens de l'école recrutent des gens de l'école, etc., etc. Mais je pense que cette histoire de compétences, en vrai, tu l'apprends sur le tard. Je connais quasiment aucune personne qui fait ce que son Master 2 lui a enseigné. J'ai plein de potes qui ont été, parce que moi j'ai fait Maths Sup, Maths P, donc la plupart des potes sont devenus ingénieurs. J'ai quasiment aucun pote ingénieur qui aujourd'hui applique des trucs d'ingénieur. J'ai fait un master d'ingénieur d'affaires, donc ingénieur commercial, et jamais été commercial. Nina, elle a fait un master de chimie, elle n'est pas chimiste. Donc, je pense que c'est pas ça le cœur de ce que l'école doit apporter, même si on est d'accord, l'école doit apporter quand même une compétence, ce qui amène à ma transition sur le recrutement. C'est qu'effectivement, on va vous enseigner une compétence qui est le recrutement. Ça ne veut pas dire que j'attends de vous Paul dit j'entends personnalité et non compétence pro. Ok, autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on attend de vous que vous soyez des recruteurs et des recruteuses à la fin. Parce que j'ai des élèves aujourd'hui qui ne le sont pas. Par contre, ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez au moins intéressés par la matière. Et que vous fassiez bien la distinction fondamentale entre le recrutement et le reste de la RH. On a une théorie, nous, c'est que le recrutement n'est pas RH. Si vous ne croyez pas en cette théorie, déjà, ça risque d'être compliqué. Donc, posez-vous la question si vous comprenez ce qu'on veut dire par le recrutement n'est pas RH. Je te réponds, Loubna. Par le recrutement n'est pas RH, on va faire que du recrutement et en fait, le recrutement demande des compétences quasiment opposées à celles des RH. J'ai fait un peu des RH chez EDF. Quand tu es RH, on te demande de gérer la paye, la formation, etc. On te demande justement de rien casser. On ne demande pas à quelqu'un qui gère la paye d'être innovant. Et heureusement que les gens qui gèrent la paye ne sont pas des gens innovants. Alors que quelqu'un qui est au recrutement, on lui demande d'avoir plus de contact avec les humains, plus de sens de l'innovation, etc., etc. Ce qui fait que très, 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 très souvent, les bons recruteurs sont de très mauvais RH. Les meilleurs recruteurs que je connais sont allergiques à l'administratif. Parce que, en fait, c'est vrai. C'est généralement l'un ou l'autre. Tu n'as pas beaucoup de recruteurs qui aiment les RH et vice-versa. Même les RH font du recrutement, en général, ils ne l'aiment pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, et c'est un métier qui n'avait pas beaucoup de fierté à l'époque. C'est un métier qui manquait de valorisation pour plein de raisons que je ne vous referai pas. Et donc, on s'est dit, le fait de donner une école à ce métier, ça permettra aussi de redonner de la fierté. Et ce qui est cool, c'est qu'on est une petite structure. Donc, on est 12 à l'école du recrutement. On ne peut pas changer le monde à nous tout seuls. Donc, le but, ça a toujours été de créer l'étincelle. Et là, pour le coup, cette année,
Il y a 3 autres écoles de recrutement qui sont ouvertes. La première année, on est tout seul. La deuxième année, il y a eu 3 qui se sont ouvertes. J'espère que l'année prochaine, il y en aura encore plus qui vont s'ouvrir. Plus il y a d'écoles de recrutement qui s'ouvrent et plus le métier sera valorisé. Nina. Et, Ouais, je suis là. Bienvenue, Nina. Je suis venue vous faire un coucou. Ouais, Ah, super. t'es là. Coucou. Super. Ouais, c'est une blague. Voilà. Non, je suis vraiment là. Ça a l'air cool, cette JPO, dis donc. Oui, t'as vu, hein? J'étais sur grave bien. les grands concepts. Alors, Loubna, je parle beaucoup de master parce que tu viens de me le rappeler. On est sur une école où on attend de vous la maturité d'un master 2. La maturité d'un master 2, ça ne veut pas dire que vous avez l'âge d'un master 2. Léna, elle doit avoir quoi, 20 ans, 21 ans, 22 ans? Non, j'ai 22, genre 23. Voilà, tu as 22 ans. Et Loa, qui n'est pas là, elle a 20 ans. Tu vois, il y a des... Et à l'inverse, il y a Ibrahima qui a, pas de conneries, 35. Oui, c'est ça. 35 ans. Donc là, tu as dit. Ouais, tu n'avais pas dit que tu étais plus vieux que moi. Ouais, ça, on peut J'attendais. pas prendre un truc là. C'était une surprise. Tu as des profils de tout horizon et on est ouvert à tout le monde. Quand je dis maturité Master 2, c'est l'idée que tu viens là parce que tu sais qu'après, tu as probablement envie de rentrer dans le monde du travail. Pas une obligation, comme je te l'ai dit, il y a 2 élèves qui ont continué leurs études derrière. Mais c'est ça, maturité Master 2, c'est ce moment où tu commences à être conscient que tu apprends pour toi et non pas pour quelqu'un. Mais qui normalement est réglé parce que vu qu'il n'y a pas de diplôme, je répète, en général, les gens qui viennent là viennent pour les bonnes raisons. Parce un des gros problèmes dans les écoles pour enseigner à l'IGS chaque année, à l'IGS, il y a toujours 90% des élèves qui en fait ne veulent pas être là. Ils sont là parce qu'ils veulent le diplôme, mais si tu leur donnais le diplôme directement, ils n'iraient pas en cours. Donc là, vous n'avez pas ce problème puisque vous n'avez pas de diplôme de toute façon. Ce qui amène à ma dernière partie sur l'école en elle-même. Il y a plusieurs grands concepts. Alors, je vous les fais en très vite. De toute façon, il y a un article qui récapitule tout, qu'on vous enverra. Mais donc, les grands concepts, le premier grand concept, c'est les cours. Donc, on a 420 heures à faire ensemble, puisqu'on a 12 semaines à faire ensemble. Les 3 premières semaines étant réparties d'affilée, pour que vous puissiez être formé avant d'aller en entreprise. L'idée, c'est de vous donner 3 semaines des fondamentaux pour ne pas vous lâcher bredouille en entreprise. Et les cours se déroulent donc à l'école. J'ai rien de spécial à vous dire sur les cours, si ce n'est qu'on va beaucoup… alors, vous verrez en regardant les locaux qu'on est dans une disposition sur des canapés. Pas pourquoi ça choque les gens. On m'a dit qu'il fallait le dire, ça choque les gens qu'il y a des canapés. Ça ne m'a jamais choqué. Loubna, il n'y a pas de diplôme, il y a une certification. À proprement parler, en fait, non. Parce que la certification, elle est sur le parcours pro. Si tu veux juste la certification, tu me donnes 2 500 €, tu prends le parcours, tu le fais et tu es certifié. Alors, il se trouve que vous, dans votre cursus, est intégré le parcours et donc vous aurez le certificat du parcours. Najet dit, je vais y aller, ça marche. On t'envoie le replay comme convenu. Et je vous le disais, ah oui. Donc, concept, il y a les cours, il y a les grands projets. Les projets, c'est ce que vous faites maintenant, mais pour eux, les projets, il y a 4 projets au début de l'année. Il y a environ 70 heures affectées au projet. C'est chaque maison. Chaque groupe d'étudiants doit travailler sur un grand projet professionnel. Il y a aider à recruter les élèves. Donc, c'est le projet de la maison devant vous, là maintenant. Il y a un projet qui est organiser un événement de recrutement. Il y a un projet qui est faire une formation à des pros. Et le dernier qui est créer un cahier d'exercice. Chaque année, je renouvelle un peu les sujets. Mais l'idée, c'est d'avoir un vrai projet, un truc concret à montrer au monde extérieur et déjà faire un début de travail de groupe, etc. etc. J'ai parlé de maisons et vous en parlez au début. L'école est organisée en 4 maisons comme dans Harry Potter. Si vous avez vu Harry Potter, mais qui en fait est le système anglais. Harry Potter, là, il n'y a que les Français qui croient que c'est un système Harry Potter. Mais en fait, c'est le système anglais. Donc, c'est quoi le système anglais? C'est en gros, tu as plusieurs maisons et les maisons, je les ai créées dans l'idée de corriger un des grands défauts que j'avais en école, que j'ai observé en école de commerce, c'est le fait que dans les projets de groupe, tu as toujours des gens qui font rien et des gens qui font tout. Et les deux sont aussi problématiques les uns que les autres, parce que les gens qui font tout t'empêchent de t'exprimer, et les gens qui font rien, c'est chiant. Donc là, il y a des maisons, c'est-à-dire que vous êtes répartis en groupes d'élèves, et le groupe d'élèves, il est à vie. On ne le change pas.
Donc, il n'y a pas la possibilité d'être un passager clandestin qui ne fout rien de groupe en groupe. Le groupe ne bouge pas. Que vous vous embrouillez, que vous vous détestiez, que vous vous adoriez, le groupe ne bougera pas. Et comme il ne bougera pas, ça vous oblige à être dans le même bateau. Donc ça, on fait la répartition au début de l'année. Et comme dans Harry Potter, il y a une maison Gryffondor qui s'appelle Petrov, il y a une maison Serdaigle qui s'appelle Lovelace, il y a une maison Serpentard qui s'appelle Torday, et il y a une maison Poufsouffle qui s'appelle Semmelweis. Mais on vous racontera ça plus en détail. Et dernier format dont je voulais vous parler, c'est les Office Hours. Les Office Hours, c'est quoi? C'est on prend un petit temps dans l'année avec un prof pour échanger en one-to-one sur la progression, sur comment on peut vous aider dans l'entreprise, comment on peut vous aider dans votre vie perso, si on peut vous aider si on peut vous aider dans votre vie perso. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. J'avais le programme. Je raconte le programme ou pas? J'ai le temps pour le programme. Quelqu'un veut m'entendre raconter le programme ou on en a marre de m'entendre? Moi, j'en ai marre de m'entendre. Lubna dit oui. Tu peux parler du programme, je pense. Ok, programme en lettres capitales. Ok. Donc, le programme, comme je vous le disais, c'est une semaine de cours et 3 semaines d'entreprise, sauf les 3 premières semaines. Les 3 premières semaines, elles sont d'un bloc. C'est 3 semaines d'un coup. Au début, ça commence mi-octobre. On va fixer la date, on va bientôt fixer la date, mais c'est toujours en grosso modo la deuxième semaine d'octobre. Et donc, on commence avec la première semaine, qui est la semaine. Donc, chaque semaine a un thème, un grand thème. Et le thème de la semaine numéro 1, c'est l'état d'esprit. Donc, on va vous dire exactement ce qu'il y a derrière Apolline là sur son mur. On va vous dire que candidat n'est pas un métier. On va vous dire que le recrutement n'est pas RH. On va vous donner quel état d'esprit à avoir pour être recruteur. Mais aussi, on va créer des liens dans la promo avec des exos. On fait venir. Alors, je ne sais pas comment on va faire parce que vous serez plus que l'an dernier. Mais les 2 années précédentes, on a fait venir une comédienne et on a travaillé sur des exos de dev perso, des exos d'improvisation, voilà, pour commencer à créer du lien entre les maisons. C'est aussi évidemment la première semaine qu'on répartit les élèves entre maisons. Deuxième semaine, donc la semaine juste après, on a une semaine sur la culture. Donc c'est quoi la culture? C'est comprendre c'est quoi une culture d'entreprise, identifier quelle est la culture dans laquelle vous recrutez dans votre entreprise pour pouvoir ensuite recruter les bonnes personnes. La culture d'entreprise n'est pas un baby-foot. Les cours sont à prendre sur un papier. Alors, c'est une bonne question, Lubna. Je recommande rarement aux élèves de prendre des notes au fur et à mesure. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a volontairement pas de table dans cette école. Donc, en fait, souvent, je désigne 1 ou 2 élèves qui prennent les notes sur un paper. Donc, c'est un Google Doc collectif où tout le monde voit les notes. Donc, le cours, il est disponible en format numérique. Après, si tu prends des notes, tu prends des notes. Mais en général, les gens commencent au début de l'année à prendre des notes, puis après, ils s'arrêtent d'expérience. Ouais. Je suis là pris. On est 2 à prendre les notes en général. Et après, on partage. Semaine numéro 3, c'est le sourcing. Pourquoi on fait la semaine numéro 3 sourcing? C'est une des disciplines qui est le plus compliqué à apprendre tout seul. Donc, et c'est une discipline aussi où il y a le plus de valeur ajoutée. Les entreprises sont vraiment, vraiment, vraiment friandes de personnes qui sont capables de faire du sourcing. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le sourcing. Et donc, on a vraiment besoin de cette compétence. C'est pour ça qu'on vous l'enseigne dès la semaine 3. Et donc, après ces 3 semaines, vous retournez en entreprise. Et après, qu'est-ce que dit Joannelle? Sourcer, c'est bien, mais c'est complexe. Pour te situer, pour l'instant, Nicolas Galital, un des profs de l'école qui parle. Après, tu viens. Semaine numéro 4, on va parler d'approche. Donc, comment faire un message d'approche à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Semaine numéro 5, on va voir l'entretien. La numéro 6, les annonces. Numéro 7, expérience candidat. Numéro 8, le process. Numéro 9, normalement, développement personnel et comment réfléchir à sa carrière, à s'épanouir, etc. Et ensuite, viennent les 3 dernières semaines. Dans les 3 dernières semaines, il y a le mémoire. Donc, le mémoire, cette année, ça a pris la forme d'un article de 5000 mots à écrire pendant une semaine. La particularité, c'est que j'ai testé, moi, en école, que d'avoir un mémoire à faire chez moi. Je trouvais que c'était chiant. Donc là, vous avez une semaine qui est bloquée en entier pour faire votre mémoire. Donc, le mémoire, déjà, il n'a pas la forme d'un mémoire que vous connaissez, parce que c'est écrire un article. Et vous avez la semaine qui est bloquée, qui est dédiée au mémoire. Et les 2 dernières semaines, alors l'avant-dernière semaine, elle fluctue, ça dépend. L'année dernière, on a fait, les élèves sont venus donner un cours de n'importe quoi. Les élèves sont venus donner des cours de danse classique. Un élève a fait un cours sur les détecteurs de métaux. Bref, chacun donne un cours pour partager aux autres. Et dernière semaine, les examens. Cette année, ce programme a été chamboulé parce qu'avec le coronavirus, on a avancé. Bref, je vous
me rappelle pas en détail, mais le programme est évidemment soumis à changement selon les événements extérieurs. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit à des gens que j'allais répondre à leurs questions et je les ai oubliés. C'était quoi déjà? Je remonte. Ah oui, c'était les salaires à la sortie. Les salaires à la sortie, le recrutement, c'est pas un métier qui est bien payé. Par contre, c'est un métier qui est pénurique. Ça veut dire que c'est très rare d'être au chômage chez des recruteurs. C'est un métier en général, tu commences entre 28 et 32, je dirais. C'est ça les fourchettes. J'ai un élève qui a 40, mais mon élève qui a 40, parce que c'est un ouf en négociation. Donc d'ailleurs, on fait des cours de négo première semaine. Mais je dirais ouais, que la fourchette, c'est 28-32, et peut-être un peu moins en province. Léna, qui est la collègue de... pas Léna. Solène, qui est la collègue de Léna, qui est une élève de l'an dernier, et qui maintenant travaille avec Léna, qui est une élève de maintenant. Elle doit gagner 24, 25, je pense, parce que quand tu es en Bretagne, tu gagnes moins. Alix dit ce qui est très rare, c'est de cumuler recrutement et conseil en insertion. Mais en vrai, si vraiment c'est l'argent qui t'intéresse, les endroits où tu gagnes le plus d'argent en tant que recruteur, c'est les cabinets, les ESL, d'une manière générale. Et ben voilà, si pas d'autres questions, 2 classes de 25 élèves, ça va dépendre de la suite. C'était le plan originel. Pendant le coronavirus, 2/3 des entreprises dans le monde ont mis en pause le recrutement d'alternants. Donc l'ambition, c'était 2 fois 25. On va voir où on va arriver. S'il y a une seule classe de 25, on fera une seule classe de 25. Et est-ce que la formation est adaptée à quelqu'un qui veut créer son entreprise? Ton entreprise de quoi? Mon propre cabinet, en fait. Ah oui, tu pourras clairement monter ton cabinet. Après, on en reparlera. Il y a rien qui peut te former à monter une entreprise à part monter une boîte. Il y a plein de gens qui font pour avoir moi monté une boîte. Non, mais c'était juste une question, en fait. Je travaille dans l'accompagnement à la création d'entreprise, donc je sais. Ah. Mais ce que je voulais savoir, c'était si la formation était adaptée justement pour qu'on puisse créer vraiment le cabinet, en fait. On t'apprendra à être recruteuse au sens large. Après, on va pas apprendre aux gens à être recruteurs en cabinet, recruteurs en ESN, recruteurs en freelance. C'est à vous de prendre ce qu'il faut et de vous adapter. Mais on a des contacts. Il y a plein de gens qu'on connaît qui forment des... Nina, elle fait de la formation en recrutement pour monter leur activité. Mais c'est pas... Oui, on ne fera pas ça spécifiquement. Oui, elle m'en avait déjà parlé. D'autres questions avant que je passe la parole à Émilie? Nine. Ah bah let's go. Il y a Lumna qui demande combien il y a de professeurs, Nicolas. Il y a 2 professeurs. Il y a Aurélien qui n'est pas là, qui est aujourd'hui, et il y a moi. Vu qu'il n'y a pas de diplôme, si on se fait virer, on trouve comment il travaille. Je ne comprends pas le lien entre le diplôme et trouver du travail. Je vais essayer d'adresser la peur cachée derrière la question qui est l'employabilité. Ton employabilité, elle ne dépend pas entièrement de ton diplôme. Elle dépend beaucoup du métier sur lequel tu essaies de postuler. Typiquement, recruteur, tu vas trouver un poste de recruteur. Moi, je suis harcelé tous les jours par des gens qui me disent « Ah, tu connais un recruteur, tu connais un recruteur ?» Enfin, le métier de recruteur est un métier pénurique parce que personne ne veut faire ce métier. Donc, si tu veux être recruteur, tu n'auras pas de problème à trouver un job. Si tu veux faire autre chose, c'est comme toujours. Ça va dépendre de ta crédibilité, ça va dépendre de ta légitimité. Le diplôme n'est qu'un élément parmi les autres de crédibilité. Après, je ne vais pas te le cacher, il y a des boîtes qui ne recrutent qu'au diplôme. Ça existe évidemment. Oh que oui. Donc, si tu fais le choix de faire une école sans diplôme, soit tu en fais un après, soit tu as déjà un Master 2. Moi, j'ai plein d'élèves qui ont déjà des Master 2. Soit tu en fais un juste après. Ou soit tu fais le choix de dire « Ok, je vais directement aller dans le monde professionnel. » Et après, de fil en aiguille, le diplôme compte de moins en moins au fur et à mesure que tu avances. Tu pourras bientôt répondre à tes demandes juste dans la course, Nicolas. Je ne sais pas ce que c'est la course. Je ne sais pas de quelle course tu me parles, Nicolas. Et ben voilà, Émilie, à toi. Émilie va parler de pourquoi elle a choisi LEDR et comment elle a réfléchi son entreprise. Avant de commencer, je suis un petit peu stressée. Tout à l'heure, on avait Armande qui avait montré sa tête. Ça serait bien que tout le monde nous montre un petit peu sa tête aussi. Comme ça, parler à des gens et non à des écrans noirs avec des noms, ça sera plus facile pour moi. Si vous voulez, s'il vous plaît. Ah, merci.
Et puis Nicolas, il se met en écran noir, quoi. C'était le moment, c'était le moment. Bah Parce ouais, que c'est Nicolas, ça. il a beaucoup parlé. Mais ouais, mais Nicolas, il montre est ta parti tête. voir son univers. Allez, montrez-nous vos têtes tous. De toute façon, vous aurez vu hein, si on avait fait une porte ouverte. Super. Ah, mais Joannel, c'est un mec. Je crois que c'était une meuf. Voilà, ils sont deux. Ouais, super. Il n'y avait pas Topo, là? Hein? Mais non, il y a beaucoup. Ouais, mais il est arrivé après. Quand j'ai fait Ah, le ah. compte, il n'était pas encore là. Il y a beaucoup. Bah, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour ceux qui ont eu le courage de le faire. Et avant de commencer, je voulais vous prévenir que j'ai un petit garçon de 4 ans, bientôt. Et que si vous entendez sa petite voix ou si je dois me transformer en maman autoritaire d'un seul coup pour lui demander de se taire ou que vous me voyez faire des gestes un peu bizarres, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il est en train de danser juste en face de moi. Alors, je vais essayer de me concentrer. Et comme disait Nicolas, donc moi, je vais vous parler de mon choix pour l'EDR et de comment j'ai recherché une société. Je ne sais plus si Léna vous l'a dit. Donc, moi, je suis Émilie et je suis en alternance chez Ornicar, l'auto-école en ligne. Si vous connaissez, on voit les pubs qui passent en ce moment, etc. Et donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte de l'année dernière, donc j'étais jeune maman, je suis toujours, et ça faisait quelques mois déjà que je cherchais du travail parce que mon fils allait reprendre l'école. Donc, c'était pour moi le moment de reprendre une vie adulte et puis d'aller travailler. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé par chercher du travail. Le problème, c'est que je suis diplômée en cinéma. J'avais plus du tout envie de faire de l'intermittence parce que c'est compliqué. Il y a toujours les contrats durent pas très longtemps. Je devrais être toujours dans le process de retrouver un travail. J'avais besoin de quelque chose de stable, de quelque chose où je pouvais m'épanouir. Et donc j'ai cherché dans, on va dire, des CDD et des CDI. Le problème, c'est qu'apparemment, je n'étais pas très crédible avec mon diplôme en cinéma. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse remise en question. Je n'avais pas envie de trouver un boulot qui était inintéressant et mal payé. Donc, j'ai réfléchi à ce que j'aimais faire. Et quand j'étais dans l'audiovisuel, je travaillais dans les castings. Donc, pour moi, les castings, ce qui se rapprochait le plus, c'était le recrutement. Donc, c'est pareil, on devait faire une prise de besoin, on devait poster des annonces, faire des entretiens, trier les CV. Donc, bingo, j'avais trouvé ce que je voulais. Et j'ai commencé à rechercher comment devenir recruteuse. Donc, je ne sais pas comment vous y prenez. Moi, ce que j'ai fait, je suis allée sur Google. J'ai marqué chargée de recrutement. Je suis tombée sur les fiches métiers de l'ONICEP, de quelle formation, etc., qui nous préconisent de faire un master RH. Et je suis allée voir aussi je suis allée voir aussi les offres d'emploi pour voir un peu les profils que l'on demandait. Oui. Voilà. Donc, je suis allée voir aussi les offres d'emploi, donc de chargée de recrutement pour voir un peu les profils que recherchaient les recruteurs. Et ce que j'ai beaucoup vu, c'était ils voulaient quelqu'un qui sortait d'un master RH et qui avait 2 ans d'expérience pour un premier emploi. OK. Donc, voilà ce que je décide de faire. Je décide de trouver un master en RH en alternance pour avoir la théorie et l'expérience en même temps. Donc, j'ai cherché sur Google des écoles. Il y en a vraiment un paquet. Le seul problème, quand je regardais leur programme, et comme disait Nicolas et d'autres personnes que j'ai vues tout à l'heure sur le chat, c'est qu'on a très peu de recrutement dans ces écoles-là. En fin de compte, le plus que j'ai trouvé, c'était dans des écoles avec une spécialisation recrutement. On avait 1 mois, 2 mois dessus maximum. Donc, moi, sur le moment, je me suis dit, bah écoutez, je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc, j'ai commencé à postuler à des écoles, à faire le tri déjà parce que le lieu était important pour moi. Ensuite, il y en a beaucoup où il faut payer les inscriptions pour faire les concours et pour faire le dossier. Donc, j'ai vu une moyenne entre 50 et 80 €. Donc, j'essayais de trouver quelque chose de pas trop cher non plus. Et j'ai été prise dans 2 écoles.
Donc, la première, j'ai passé les entretiens, j'ai passé le concours, j'ai fait un dossier de 30 pages où on me demandait encore que faisaient mes parents comme travail ou des choses comme Oh ça. non, oh là C'est là. horrible. Et j'ai été prise. Par contre, pour garder ma place jusqu'en octobre, je devais payer 700 €. Donc, évidemment, si je n'étais pas prise en entreprise, je n'étais pas remboursée. J'ai donc zappé cette école et j'en ai trouvé une un petit peu plus sympa qui me promettait vraiment monts et merveilles, une appli où je pouvais trouver toutes les annonces en alternance. Je serais coachée pour trouver une société. Ils avaient plein de partenariats avec des entreprises pour que je trouve facilement, etc. Et au début, effectivement, j'ai dû avoir 1 ou 2 entretiens avec des entreprises en partenariat avec eux. Ça ne s'est pas hyper bien passé. Et j'ai continué à faire des entretiens, à chercher des offres pour le recrutement. Et un jour, je ne sais pas trop ce qui se passe, en marquant recrutement sur Google, je tombe sur l'école du recrutement, que je ne connaissais pas du tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je commence à regarder. Et le site, déjà, est plutôt cool. Il fait beaucoup moins scolaire, coincé que les autres écoles. Et je me souviens qu'il y avait une petite fenêtre qui s'affichait pour qu'on rentre nos coordonnées, notre mail, etc., pour qu'ils nous envoient plus d'infos. J'ai continué à regarder le site. Donc, c'était marqué déjà que c'était une formation en alternance. Donc, parfait pour moi. Pendant 1 an, et surtout, c'était que sur le recrutement. C'est-à-dire que je n'allais pas avoir 1 mois ou 2 sur le recrutement, j'allais avoir 1 année entière où on ne parlerait que de ça. Je me suis dit, génial, je continue à regarder. Ça parlait un petit peu de l'école. Donc, comme disait Nicolas, ça parlait des 4 maisons, qu'il faut gagner des points, la coupe des 4 maisons à la fin, etc. Moi qui suis une grosse fan d'Harry Potter, je me dis, ah mon Dieu, c'est un signe, c'est une école, c'est fait pour moi. Et je regarde encore et je vois qu'on n'a pas un diplôme à la fin, mais une certification. Donc, comme vous, j'ai eu quelques peurs. Donc, j'ai mis l'école du recrutement un peu de côté. J'ai continué à faire mes entretiens, mais foireux. J'ai eu par exemple une dame qui me demandait, qui était focalisée sur le fait que j'avais un enfant. Donc, elle me demandait si j'allais avoir un 2e enfant, comment j'allais le faire garder, comment j'allais faire pour travailler s'il était malade. Enfin, elle est restée que sur ça. Ou j'ai eu par exemple un autre entretien chez Veolia où j'ai eu un chargé de recrutement qui était complètement déprimé d'être recruteur et qui me disait de surtout pas faire ce métier, que c'était horrible, que c'était redondant, que j'allais rester coincée dedans. Enfin, bon, moi, c'est ce que je demandais, accessoirement, mais bon, il a essayé de me dégoûter le plus possible du métier. Et pendant que je passais mes entretiens foireux comme ça, j'avais des mails de l'école du recrutement qui arrivaient petit à petit jusqu'au dernier. Je crois que c'était Nina qui l'envoyait, où c'était marqué écoute, c'est notre dernier mail, si tu réponds pas, c'est pas grave, on t'en met plus, blablabla. Et à ce moment-là, j'ai eu une remise en question. Je me suis dit, oh puis zut, c'est quoi le plus important? C'est avoir un diplôme pour rentrer dans le moule que nous met la société, ou c'est plutôt apprendre un métier qu'on a envie de faire, surtout dans une école qui est spécialisée dans le recrutement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec Aurélie, qui était la Dumbledore de l'école à ce moment-là, donc ce qui était marqué en dessous d'elle, qui a été vraiment super, qui a été adorable, qui a su me rassurer et qui, au lieu des autres écoles où on doit passer les concours, etc., après cet entretien que j'ai eu avec elle, qui a duré 1 bonne heure, elle m'a directement inscrite. Et c'était vraiment comme une bouffée d'air frais parce que j'ai vraiment été accompagnée dans la recherche de l'alternance, sachant que eux me présentaient des partenaires et que moi, je continuais à chercher à côté. Donc, on était au mois d'août à ce moment-là. Je devais passer 3 entretiens par semaine à peu près au mois d'août. Le fait que l'école ait un réseau de recruteurs énorme, ça aide beaucoup, même si à ce moment-là, ils n'étaient pas dans les partenaires qu'on me proposait. Il y a des recruteurs qui étaient juste intéressés de savoir
qu'est-ce qu'était l'école et me proposer un entretien. Donc, malheureusement, ça n'a pas encore matché à ce moment-là, au mois d'août. Et au mois de septembre, à un moment, je suis sur Agistage et je vois une annonce qui commence par « Tu n'as jamais reçu ta lettre pour Poudlard ». Oui, qu'est-ce qu'on dit ? Et donc, moi, qu'est-ce qui se passe ? Grosse fan d'Harry Potter, encore. Je répète un plomb, je me dis, c'est un signe, cette annonce, elle est pour moi. Et c'était l'annonce d'Ornicar. Donc, il y avait un petit défi dedans à relever. On devait faire du sourcing, on devait trouver l'adresse de la recruteuse, l'adresse mail de la recruteuse. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est la première fois que j'en faisais. Et là, j'ai été sûre que j'avais trouvé un métier qui allait me plaire parce que j'ai vraiment adoré faire ça. Et ma tutrice, c'était vraiment une personne qui épouse totalement les idées de l'EDR. C'est-à-dire que l'entretien que j'ai eu avec elle, elle a su tout de suite me mettre à l'aise, en gros, à ne me poser pas de questions gênantes, à montrer un intérêt pour mes motivations, mes expériences, à me présenter la société. Enfin, c'était vraiment un entretien qui changeait par rapport à tout ce que j'avais eu depuis le début de l'année que je cherchais une entreprise. Et donc à ce moment-là, je suis rentrée chez Ornicar, je suis donc rentrée à l'école du recrutement. Et si je peux conclure tout ça, c'est que même si au départ j'ai eu peur pour la certification, entrer à l'EDR, c'était sûrement un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Donc la formation... Excusez-moi pour mon fils. La formation elle est vraiment complète en fait. Vous allez sortir avec toutes les cartes en main pour être un bon recruteur, un recruteur comme vous rêvez d'être. Et vraiment, Nicolas et Aurélien, autant le professeur, ils sont vraiment incroyables et vraiment, ils ont su me redonner l'envie d'aller à l'école, d'apprendre des choses et surtout, ils ont réussi à me redonner confiance en moi parce que au bout de 30 entretiens, quand tu es jeté de partout, ça commence à faire du mal quand même. Et ils ont réussi à se faire tout ça dès les premières semaines de l'école, donc pendant l'intégration. Mais ça, c'est Léna qui va vous en parler. Et donc, je vais passer la parole à Léna. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous parler de l'intégration. Déjà, moi, je n'avais pas participé à la porte ouverte comme vous. J'ai trouvé un peu LEDR, c'était en septembre. Et en fait, j'ai eu écho de ce qui se passait avec Solène. Donc, Solène, c'est une étudiante de la première promo, donc la promo historique, avec qui je travaille en alternance, donc chez Convivio dans la restauration collective et à côté de Rennes. Du coup, voilà, donc j'avais eu écho avec elle de comment ça se passait. Donc, c'est vrai qu'elle m'avait vendu LEDR comme vraiment une école de ouf et tout. Au début, je me suis dit, elle veut vraiment me vendre son école et peut-être que vous allez penser qu'on va faire la même chose avec vous, alors que c'est vraiment, on vous raconte vraiment ce qui s'y passe. Et du coup, elle m'avait vendu vraiment l'école avec une cohésion de ouf, tout le temps connecté, etc. Moi, je me suis dit, c'est comme dans toutes les écoles. En fait, on part sur un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, des devoirs, et voilà. Et on n'est pas plus en contact que ça. C'est des potes de classe, quoi. En fait, pas du tout. On est vraiment tout le temps connecté, que ce soit même avec Aurélien ou Nicolas. Et du coup, voilà. Donc après, à l'arrivée d'LEDR, j'étais très surprise par l'organisation. Quand on arrive, en fait, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. En fait, c'est vrai que, comme disait Nicolas, ça surprend toujours de voir des canapés. Moi, au début, je pensais que c'était la salle de pause. Et comme vous allez voir sur la vidéo que Apolline vous met, en fait, on arrive et il y a vraiment... il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de tableau, mais tous les murs sont des tableaux. Oui, j'allais venir. Et du coup, tous les murs, on peut écrire dessus. Et en fait, on prend vraiment cours dans ces endroits-là, en fait. Et il n'y a pas de salle de cours, comme vous avez pu l'avoir dans d'autres écoles. Au final, ça change rien du tout. On apprend tout aussi bien. Et au début, je me suis dit, oula, dans des canapés, on va rien suivre. Et au final, pas du tout. C'est limite mieux, en fait. Pour moi, c'est mieux. Après, tout dépend de chacun. Après, du coup, on a été les premiers jours, je vais raconter rapidement. Du coup, on est accueillis par l'équipe LEDR. Donc, Nicolas était là, Aurélien aussi, qui est le deuxième prof, Nina, Laurent aussi. Le fondateur de l'école était présent, donc c'est vrai qu'on s'est tous présentés autour d'un petit déjeuner. On a également pris connaissance des outils. Et quelque chose d'hyper important, c'est vrai qu'on a pris vraiment le temps de se connaître pendant ces 3 semaines, chose que
on ne fait pas forcément dans les autres écoles, notamment. Enfin, on se présente une fois et après voilà, on passe au dossier, on passe à la suite. Alors que là, c'est vrai qu'on a vraiment mis un point sur, notamment, ça peut paraître bête, mais le jeu du prénom. Que tout le monde retienne le prénom de tout le monde dans la promo. Donc là, vraiment, c'est vraiment axé pour apprendre à se connaître. Ensuite, la pause du midi, ça peut paraître pareil, toujours les appréhensions qu'on peut avoir les premiers jours. Je mange avec qui, je mange où, je connais pas le quartier, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et il faut savoir qu'à l'EDER, on mange vraiment tous ensemble. Genre vraiment le midi, on met des tables, que ce soit même avec les commerciaux, tout le monde, on mange vraiment tous ensemble. Il y a ce qu'il faut en fait dans le quartier pour manger, ou même à LEDR, il y a un micro-ondes, frigo, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci et ça permet aussi d'échanger en dehors des cours ou de parler de tout et n'importe quoi et vraiment, ça, on trouve ça cool. Sinon, sur les 3 semaines, je n'ai pas envie de vous spoiler trop. Du coup, c'est vraiment, comme je dis, apprendre à se connaître. Le développement personnel, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure. Donc, on a eu une coach qui est venue pendant 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, vraiment pour apprendre à se connaître nous-mêmes avant tout et les autres, en fait. Du coup, c'était assez perturbant, mais je n'ai pas envie de trop dévoiler ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est un peu un truc... Moi, je n'avais jamais fait ça et c'est vraiment un truc de ouf. Je dis beaucoup le mot ouf, mais entre guillemets. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est surpris de comment ça se passe au bout des 3 semaines. On se dit on n'a pas envie de se quitter. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que tu te connais depuis 3 semaines et tu te dis mais c'est bizarre quand même, mais c'est vraiment pas vu ça ailleurs. Et on va venir après sur la création des maisons. Donc la création des maisons, ça se passe par un test en fait qu'on fait sur internet en fait qui va en fonction de comment on agit, ce qu'on pense, ça nous remet dans des maisons. Donc, ce qui fait que nous, on est la maison Petrov, donc avec Apolline, Émilie, Hilaria et Ibrahima. Et il y a d'autres maisons, comme l'a dit Nicolas, Semmelweis, Corday et Lovelace. Voilà. Petrov, Gryffondor, hein, donc les meilleurs. Hein. Voilà. Donc, les maisons, en fait, ça permet une compétition, mais une bonne compétition. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez toujours en maison. Il y a aussi des travaux individuels, mais qui après sont rassemblés sur des points communs. Donc, c'est-à-dire que si dans le groupe, il y en a un qui ne fait pas son travail, en fait, ça va, entre guillemets, pénaliser la maison entière. Donc, c'est vraiment, on est tous dans le même bateau. Et du coup, voilà, que ce soit sur les travaux de groupe, etc. Et vous pouvez être premier là, en début de semaine et passer avant-dernier en fait en fin de semaine. Parce que vraiment, tout est sous système de points. Et ce qui permet aussi de valoriser notre travail en dehors des notes. En fait, on a vraiment des retours là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les travaux Je regarde en même temps. Ouais, sur toutes les semaines, on a pas mal de choses tout est par maison en fait. Donc, comme je le dis, ça peut être un truc individuel, des résumés d'œuvres, etc. En dehors de ça, des maisons. Ah oui, on a également pris le temps tous ensemble de choisir un nom de promo. Donc, c'est vrai que ça peut paraître bête, mais au début, c'était pas à faire gagner du tout. Donc, il a fallu qu'on se mette tous d'accord sur un nom de promo et on a dû lutter contre Nicolas qui, au début, voulait qu'on s'appelle la promo Baobab, car on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et du coup, c'est vrai que ça a été limite un référendum tous ensemble contre Je maintiens que ce nom aurait été beaucoup mieux. Non, meilleur nom d'année. La promo Baobab. Non, jamais. On refuse. Et du coup, voilà. Et du coup, on s'appelle la promo de l'indignité, mais ça, Nicolas, on va éviter de dire pourquoi. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Et sinon, en termes d'accompagnement, c'est vrai que vous avez un accompagnement qui peut être sur le plan perso et pro assez important. C'est vrai que Nicolas et Aurélien sont tout le temps là, que ce soit quand on est en cours, sur les office hours, comme Nicolas l'a dit, mais également dehors des cours. Enfin, vous pouvez leur envoyer un message sur le Slack, donc ça va être l'application que vous aurez à l'EDR pour échanger. Et ils sont toujours dispo, que vous ayez des problèmes pro, perso, enfin vraiment, on est toujours connectés. Si vous avez besoin d'un psy, Nicolas Galita. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour conclure, en fait, c'est vrai que je ne pensais pas avoir des liens hyper forts avec des gens. On vient tous d'horizons complètement différents. Et du coup, on est un peu
Au début, ça peut paraître bizarre. Vraiment, on a des liens hyper forts. Enfin, moi, je suis plus connectée avec les gens de la promo qu'avec mes meilleurs potes maintenant. C'est-à-dire que je peux faire des Skype de 7 heures, d'une durée de 7 heures. Pendant le confinement, on était vraiment assez soudés. Il y avait des personnes qui vivaient assez mal le confinement. On passait nos nuits ensemble, en fait, sur Skype. Et ça peut paraître bête, mais c'est des choses que j'aurais jamais fait, même avec mes meilleurs potes, passer 7 heures de Skype à raconter nos vies, alors que voilà. Donc, c'est vrai que ça crée des liens hyper forts dans la promo. Et ces 3 semaines sont vraiment là pour ça. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de commencer à l'EDR dès le début, mais Hilaria, elle va vous raconter parce qu'elle arrivait un peu en... Attends, je pirate la conférence. J'ai ramené, comme il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur les on fait quoi après l'EDR et que vous êtes encore dedans, j'ai envoyé un message à 2 anciennes, Johanna et Jennifer, qui nous ont rejoints. Votre audio est connecté, les filles, ou pas? Bonjour. Ah, très cool. L'idée, c'est là, en vraiment 1 minute, raconter comment vous avez vécu votre scolarité et un conseil pour savoir si l'école elle est pour toi ou pas. Ok, bah vas-y, les Jennifer, je te laisse commencer. Salut tout le monde. Allez. Ok, salut tout le monde. Déjà, par rapport à l'école, le recul que je vais pas avoir, vraiment, c'est de la promotion, mais vraiment, concrètement, moi, je suis hyper contente d'avoir fait cette école. Pourquoi? Parce que je pense que je ne serais pas devenue la recruteuse que je suis si je n'aurais pas fait l'école de recrutement. Concrètement, on a appris énormément de choses sur le recrutement, le sourcing, les annonces, les entretiens aussi, plein de choses pour l'expérience candidat. Et c'est des choses que l'on peut mettre concrètement lorsque l'on est en place au sein d'une entreprise. Par exemple, moi actuellement, en fait, je suis au sein de Capgemini. Et c'est une entreprise qui est un petit peu, on va dire, L2R compatible. Ils sont vraiment dans cet état d'esprit de faire avancer les choses. Et du coup, ils m'ont intégré au sein de leur service justement parce que j'ai fait l'école du recrutement. Ils avaient besoin, ils avaient déjà accueilli une personne qui était donc Bella en alternance. Ils avaient été hyper satisfaits de son passage. Et ils avaient besoin d'avoir cet aspect, justement, ce recul sur les annonces, ce recul sur le sourcing, ce recul sur concrètement comment faire un entretien de recrutement, comment même des entretiens semi-structurés. Et c'est pour ça, du coup, qu'ils m'ont recruté. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez, si j'ai donné assez de billes, mais vraiment, moi, je ne regrette pas du tout. Et on est encore en lien avec mes anciens camarades de promo. On se soutient beaucoup entre nous. Donc, c'est comme une deuxième famille, l'école du recrutement. Merci Jennifer. Johanna. L'école du recrutement, c'était trop cool. J'ai appris beaucoup de choses, évidemment, sur le recrutement, mais pas que. Sur plein de choses de la vie, des autres, de moi. Nicolas, c'est un théâtre à lui tout seul, mais il est super cool. Je suis un clown. Donc, ça vaut le coup de l'avoir comme prof. Moi, personnellement, au niveau des études, j'ai fait pas mal de trucs, mais l'EDR, ça restera toujours la meilleure expérience d'apprentissage que j'ai vécue. Et forcément, j'ai appris plein de trucs sur le recrutement. Derrière, il s'est passé des choses. J'ai été embauchée avant même d'avoir fini l'école. Bon, c'est pas une expérience qui a fonctionné pour moi. Ça a duré quelques mois et puis après, ça s'est arrêté. Mais ça valait le coup d'essayer. Et puis en fait, ça. Tu as fait un truc très audacieux aussi. Hein. Tu as rejoint quelqu'un qui montait son cabinet. Du coup, forcément, ouais, voilà, c'est risqué. J'étais la première salariée d'une boîte, donc forcément, c'était un peu chaud. Mais c'était quand même une expérience à faire. Et du coup, voilà, la suite pour moi, c'est de rejoindre Octo Technologies. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une grosse ESN sur le marché parisien. Et là, avec le Covid, c'est un peu compliqué en ce moment, mais normalement, dès que les choses se seront tassées, je pourrai les rejoindre. Cool. Merci Johanna, merci Jennifer. Envoyez-moi votre RIB, je vous fais le virement ce soir. Ok, super. Pas de problème. Les gens ont des questions à poser aux anciennes pendant qu'elles sont là? Parce qu'elles doivent y aller. Johanna est en train de manger quand je l'ai appelée. Jennifer, pareil. Donc, si vous avez une question à poser, c'est maintenant ou jamais. Non, c'est bon, j'ai fini, t'inquiète. T'as fini? Ouais, je suis dispo. Pareil. Du coup, Hilaria, à ton tour, s'il n'y a pas de questions. Oui. Après, s'il y a des questions. Elle a dit si vous aviez un mot pour résumer votre parcours. Vas-y, Jennifer. Oh là, c'est compliqué.
Je dirais transformation, parce que j'ai énormément évolué entre celle que j'étais avant l'école du recrutement et celle que je suis maintenant. Et enfin, c'est quelque chose que mes proches peuvent témoigner, parce que même ma mère m'a dit qu'elle m'a vu évoluer, au fait. Elle m'a vu prendre confiance en moi, elle m'a vu aussi, même dans mon cercle personnel, peut-être plus prendre la parole, etc. Donc, ouais, je dirais ce mot-là. Moi, je dirais unique. Unique parce que vous aurez jamais en fait la chance de vivre ce type d'expérience-là ailleurs, en termes de pédagogie, en termes de relations humaines. C'est unique. Voilà. Johanna, la seule élève qui ne savait pas qu'il n'y avait pas de diplôme et qui a découvert qu'il n'y avait pas de diplôme le premier jour de l'école. Il y a quand même un certificat, quoi. Chalali dit, c'est quoi la différence entre recruteur en ESN et ailleurs? C'est question. L'un dans l'autre, en fait, ça reste le métier de recruteur. Il n'y a pas une grosse différence. Après. La différence, c'est que tu as quand même un commercial qui est en binôme avec toi et qui fait une partie des tâches que normalement un recruteur devrait faire. Ouais, après, ça dépend de la taille de l'ESN. Oui. J'avoue. J'allais le dire. J'avoue. Peut-être le volume, oui, et le volume aussi, parce que du coup, tu recrutes beaucoup sur un ESN. Et puis la culture. Il y a des ESN où c'est pas ouf. Ouais. Après, il y en a des très bien aussi. Grave. Cool. Eh ben, Hilaria, Oui. Je m'appelle Ilaria, je suis italienne et j'habite à Paris depuis 4 ans. Et du coup, comme Léna m'a présenté, c'est vrai, du coup, j'ai raté la première semaine d'école d'intégration parce que je suis arrivée un peu en retard. Du coup, j'ai attaqué direct avec la semaine sourcing et la semaine culture d'entreprise. C'était peut-être pas les mêmes niveaux de fun, mais c'était quand même, ça m'a préparé beaucoup pour mon arrivée après en entreprise. Alors, du coup, pourquoi j'étais un peu en retard? C'est parce que l'été, avant de commencer l'école, déjà, une année avant, j'avais pris une année sabbatique, une période sabbatique, parce que j'ai un master en littérature. Et bon, littérature, c'est pas quelque chose qui t'ouvre direct des possibilités, un job, qui te prépare pour un job direct. C'est un euphémisme. Ça ouvre beaucoup de portes, mais donne pas accès direct à un emploi précis. Du coup, j'avais fait un peu tout. J'avais fait service client à l'administration dans une université, où j'avais étudié aussi beaucoup de petits trucs, superviseur dans un magasin. Et du coup, j'ai décidé l'année dernière, à 28 ans, de prendre une période sabbatique, une année. Et l'été dernier, du coup, j'avais 29 ans. Et je me suis dit que je voulais devenir recruteuse. J'ai fait beaucoup de recherches sur les marchés en France, sur les métiers du recruteur. Et j'ai commencé à postuler pour beaucoup de postes où, dans la fiche de poste, il ne demandait ni d'entreprise, ni d'expérience, ni des diplômes. Parce que là, je me disais, il y a quand même des entreprises qui recrutent sur les soft skills, sur les sans diplôme, etc. Mais finalement, personne ne m'a jamais répondu, sauf pour des messages automatiques pour dire que je n'étais pas prise. Je n'ai jamais fait même une préqualification, un entretien téléphonique, parce que du coup, oui, c'est vrai, ils disent on recrute sur les soft skills, mais finalement, personne n'était pas du tout intéressé à mon profil parce que je ne pouvais pas justifier de l'expérience dans les recrutements. Je n'avais même pas jamais étudié RH. Au moins, ça pourrait avoir un lien. Et du coup, pour cette raison, j'ai commencé à me dire, bon, je ne sais pas si ça va marcher comme ça. En plus, je ne suis pas de langue maternelle française, c'est un handicap, on peut dire, parce qu'on parle beaucoup au téléphone. Et juste un jour, en septembre dernier, une recruteuse m'a appelée. C'était la première entretien téléphonique que j'ai passé après toutes mes candidatures. Et finalement, elle m'a dit non, je recherche quelqu'un qui pourrait être autonome, il faut avoir de l'expérience. Mais là, au moins, j'ai pu poser la question, est-ce que vous connaissez des formations, même des formations en ligne, des certifications qui pourraient m'aider? Quelque chose qui fait beau avoir dans son CV pour pouvoir me reconvertir. Elle m'a parlé des LDR. Et du coup, c'était septembre déjà. Avec les cours qui commençaient début octobre, mi-octobre, j'ai eu pas beaucoup de temps pour rechercher une entreprise. Du coup, j'ai commencé mes recherches, j'ai continué mes candidatures et j'ai aussi passé pas mal d'entretiens avec les entreprises partenaires de l'école.
Et finalement, c'est grâce à l'école que j'ai trouvé ma place dans un cabinet de recrutement à Boulogne-Billancourt qui s'appelle Emeryte RH. Et c'est là que je suis maintenant. Et du coup, tout a été assez pressé, condensé, tous mes entretiens. Et finalement, j'ai arrêté la première semaine d'intégration. Mais ce n'était pas grave. Au début, je ne me posais pas de problèmes. Je pensais pas, j'avais pas peur de ne pas m'intégrer à cause de ça. Et finalement, ça n'a pas du tout été un souci parce que je me suis intégrée à ma maison. Je suis intégrée à l'école. On fait des loups-garous ensemble. On fait des soirées. Et au début, en fait, ce que je pensais quand j'ai vu pour la première fois. Ah, le volume. Je ne sais pas comment faire. Et du coup, c'était pas ça qui me faisait peur, le fait de rater la première semaine d'intégration. Moi, j'avais surtout deux peurs. La première est la langue. Je pensais d'avoir des soucis parce que mon français n'était pas aujourd'hui pas parfait. Et aussi, j'avais peur parce que j'avais vu la vidéo de l'école sur leur site internet de l'ancienne promo. Et je m'étais fait une idée que, par exemple, que l'âge moyen était... Je me sentais plus âgée que l'âge moyen. Alors, du coup, ça, c'était mes deux peurs, la langue et l'âge. Alors que niveau langue, ça n'a jamais été un souci parce que je ne suis jamais jugée sur la langue. On est là vraiment pour apprendre les recrutements et on est jugé sur les contenus, vraiment sur les connaissances en recrutement. Du coup, la langue, jamais un souci. En fait, je trouve que l'école m'a aussi aidée pour tout ce qui est prise de parole en public en français. Parce que déjà, quand on est 20, 22, 25 à l'école, déjà, lever sa main et poser une question devant tout le monde, ça, c'est une prise de parole en public. Quand on répond à une question, on fait à chaque fois, en fin de journée, on fait un petit récap pour dire comment on a vécu. En fait, ça m'a beaucoup aidé à parler en français devant un public, on peut dire. Du coup, niveau langue, pas du tout un souci. Et niveau âge, là aussi, pas du tout un souci parce que, comme vous voyez, il y a Ibrahima. En fait, il y a des personnes qui ont 19 ans, qui sortent de son bac, mais il y a des personnes jusqu'à 37 ans ou plus. Après, chaque promotion, j'imagine l'année prochaine, c'est très varié. Parce qu'en fait, c'est pas du tout une question d'âge. Par exemple, il y a des personnes qui ont 19 ans à l'école, qui ont beaucoup de maturité. Et c'est pas je ne me suis jamais sentie différente. Ça ne m'a jamais empêché de m'intégrer parce qu'on a vraiment un groupe, je dirais que l'école est vraiment un groupe très bienveillant et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de faire du recrutement parce que c'est un métier humain. Et c'est vraiment un peu une grande famille. Après, on a le choix de décider à quoi participer, à quel niveau s'intégrer. Mais c'est vraiment un lieu bienveillant où on n'est jamais jugé. On est là vraiment pour apprendre. Tout le monde a les mêmes attentions. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, du coup, heureusement, d'un côté, j'ai dit oui, j'ai raté la semaine d'intégration. C'est peut-être là, ils se sont amusés le plus. Mais finalement, j'ai été contente de ne pas rater la semaine sourcing parce que la semaine sourcing, pour moi, est une des semaines les plus importantes à l'école. En fait, grâce à la semaine sourcing et à la semaine culture d'entreprise, quand je suis allée après en entreprise pour travailler, je ne dis pas que j'étais autonome, que je pouvais déjà travailler toute seule, mais j'avais déjà beaucoup de connaissances. Ils m'ont formée sur l'ATS, mais j'étais déjà j'avais un niveau assez avancé pour tout ce qui était recherche booléenne, recherche des CV, sourcing. Du coup, et tout ça, j'ai eu des semaines d'école à LDR. Et bon, pour moi, c'est tout. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à les poster si c'est des questions directes à moi. Et pour l'instant, je passe la parole à Ibrahima qui vous parle de sa journée type à LDR. Merci, Laria. Désolé, hein, je tousse un petit peu, mais vous inquiétez pas, j'ai pas de Covid. Et voilà. Donc, moi, je vais vous parler de ma semaine type. Mais avant, je vous dirai quand même deux, trois mots sur comment je suis arrivé à l'école. Alors, moi, j'ai pris le chemin inverse. Tout le monde commence par l'école avant de trouver une entreprise. Alors, moi, j'ai fait le chemin inverse parce que j'ai trouvé l'entreprise avant. Et il faut savoir que je viens un petit peu du monde de l'entrepreneuriat.
Quand j'ai fait mon Master 2, je suis allé, on a décidé avec deux autres amis de créer notre boîte. Donc, nous avons créé une boîte l'idée, c'était de créer des applications, c'était de mettre en place des applications mobiles pour des villes de France. Et ça a duré 3 ans et demi. Finalement, ça a été une expérience qui n'a pas abouti, donc nous avons déposé le bilan, simplement. Et il s'est agi à ce moment-là pour moi de retrouver quelque chose à faire en attendant de rebondir, de trouver d'autres idées d'entreprise. Et donc, puisque j'avais fait pendant 6 mois un stage de fin d'études du recrutement, bon, autant repartir dans ce que j'avais fait un petit peu. Et du coup, j'ai décidé de revoir un petit peu quelques personnes de mon réseau. Et j'ai revu donc un CEO que je connaissais. Et du coup, qui m'a parlé de l'école, qui m'a vraiment fait l'éloge de l'école, qui m'a dit tas de choses qui m'ont en somme encouragé à y aller. Et du coup, j'ai trouvé une entreprise et j'ai déposé un dossier qui a été accepté. Je crois que je suis arrivé la semaine avant le commencement, quoi. Donc, tout a été ficelé vendredi et lundi, on devait commencer. Et lundi, j'arrive, je sors de l'ascenseur et je tombe sur des canapés. Oui, des canapés. Et ça a été le moment, quoi. Je me suis dit, bon, d'accord, si ça se trouve que les classes sont en haut ou quelque part, mais en fait, non, c'était là que ça devait se passer et ça se passe là. Enfin, jusqu'avant le Covid. Et bon, je vais vous parler un petit peu des cours, des bilans et des perspectives et en troisième point, des espaces d'échange aménagés. Alors, les cours, Nicolas en a parlé, on ne va pas rentrer dans la pédagogie, mais il faut savoir que c'est une semaine sur 4 et que chaque semaine est dédiée à un thème. Par exemple, la semaine du sourcing, vous parlez que de sourcing, ça a un intérêt, ça a beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est que vous repartez, au bout de la semaine, vous repartez avec un thème que vous avez assimilé, sur lequel vous avez eu énormément de temps pour travailler. Et du coup, vous êtes totalement fonctionnel sur ce thème-là tout de suite en entreprise. Par exemple, vous faites les 3 premières semaines, la dernière semaine de ces 3-là est dédiée au sourcing. Et vous, la semaine d'après, vous repartez pour 3 semaines en entreprise. Vous êtes déjà opérationnel sur tout ce qui est booléen, les recherches sur LinkedIn, un peu partout. Et tout de suite, lundi matin, mardi, vous êtes opérationnel. Vous pouvez trouver des profils que vous recherchez, que les managers attendent de vous. Donc, c'est vraiment du concret. On ne vient pas vous définir le sourcing, on ne vient pas vous raconter, vous faire de la littérature. On vient vraiment vous expliquer, vous donner des outils. Encore une fois, c'est extrêmement important de parler en termes d'outils parce que c'est concret. On vous dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça avec ça et ça vous donne ça. Donc, c'est concret ce que vous faites et vous repartez, vous êtes opérationnel tout de suite. Donc, la semaine d'après, vous travaillez sur, je donne un exemple, sur la négociation ou alors sur l'entretien structuré. Et là aussi, vous avez tout de suite des outils et les éléments vous seront donnés pour que vous soyez tout de suite opérationnel en entreprise. Donc, à chaque fois que vous reviendrez en entreprise, vous avez progressé d'une étape et vous connaissez un thème et c'est un sujet que vous maîtrisez, vous en êtes pratiquement un professionnel. Et l'entreprise peut tout de suite vous faire confiance dans ce domaine-là parce que vous avez les outils pour le faire. Donc, les formateurs, c'est Nicolas et Aurélien. Dommage, Nicolas, il est là, j'aurais dit des méchancetés sur lui. Aurélien, commençons par… Bon, ils sont très disponibles, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai en face de moi des formateurs qui réagissent à 1h du matin où tu envoies un message, tu as une réponse, tu as un retour, tu es bloqué quelque part en entreprise, tu vas sur Slack, tu envoies un message, tout de suite quelqu'un te répond et tu as constamment quelqu'un qui est connecté derrière qui t'accompagne. Donc, s'il y a des difficultés, que ce soit en entreprise ou à l'école, sur n'importe quel sujet, ils sont là pour aider, pour accompagner. Ils sont très, très disponibles. Et ça, c'est extrêmement important parce que moi, j'étais plutôt habitué sur un mode fac. Il faut attendre le prof. Même quand tu envoies un mail, il y a des chances qu'il ne les lise pas. Bon, ça change complètement. Et une fois qu'on a parlé des formateurs, je vous parle des cours ouverts. Alors, les mercredis, on a… Peut-être que ça va changer
l'année prochaine, hein, le jour, mais je pense que le format restera. C'est on a des cours ouverts sur le thème de la semaine. Le but, c'est de faire venir des professionnels qui participent au cours et du coup, après la présentation du cours par le formateur, vous avez un débat. Et là, vous avez une vision plus large en tant qu'élève parce que vous avez des professionnels qui sont déjà habitués, qui travaillent dans le secteur, dans le métier. Donc, vous avez des retours avec des gens qui ont déjà fait le métier, qui le font et qui sont passionnés et qui, eux aussi, ne viennent pas que pour témoigner, ils viennent pour apprendre. Attention, ils viennent eux aussi parce que le thème les intéresse, ils s'inscrivent et ils travaillent. Et souvent, nous avons le plaisir hein, de remarquer qu'ils sont éblouis. Après le cours, ils ont de nouveaux outils. Ah oui, c'est extrêmement intéressant de ce point-là. Il faut vraiment y insister. Vous avez quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans, pendant 7 ans dans le recrutement et qui arrive au bout d'une heure et demie de cours, qui est ébloui parce qu'il a des outils, il ne les avait jamais vus, il ne savait pas que ça se passait comme ça, ou alors il avait des habitudes, mais il se rend compte que c'était totalement contre-productif. Il se demandait pourquoi les candidats, par exemple, ne réagissaient pas. Il se rend compte que c'est son message d'approche qui n'était pas du tout le bon. Et du coup, on a souvent des surprises comme ça qui sont vraiment agréables. Et accessoirement, l'intérêt du cours ouvert, c'est aussi de vous mettre… Alors là, malheureusement, vous en avez moitié moins que ce que vous aurez dû avoir, parce qu'on a 3 semaines où on est en confinement. Mais l'intérêt aussi du cours ouvert, c'est que comme on fait venir des professionnels du recrutement, vous pouvez commencer à nouer un réseau. Tu vois, Johanna, elle a été embauchée chez Jean-Marie Caillou parce qu'il était venu à un truc ouvert. Khalil, c'est pareil. Il y a plusieurs élèves qui ont trouvé, en fait, justement en discutant avec des gens qui étaient venus pendant un cours ouvert. C'est ça, exactement. Et moi-même, j'ai eu cette expérience-là. J'ai rencontré 2-3 personnes, dont notamment un qui est indépendant, hein, avec qui j'échange énormément. Et voilà. C'est toujours intéressant de créer. Là, déjà, l'école vous donne une opportunité de créer un réseau dans votre secteur d'activité. C'est extrêmement important après pour intégrer pour votre recherche future, hein, sait-on jamais. Alors, les outils. Tous ces cours sont déployés sur différents outils. Il a parlé de Paper, on ne va pas y revenir, ça c'est plutôt pour les notes. Vous avez un Slack qui vous permet en permanence d'être connecté avec non seulement les formateurs, le personnel de l'école, mais aussi les autres élèves. Le but, c'est à tout moment de pouvoir, comme je vous le disais, de gagner un temps en posant les questions Google, hein, mais des questions sur lesquelles vous bloquez et vous avez tous des retours et vous pouvez avancer. Mais sinon, entre nous avons des WhatsApp aussi, entre élèves, et Léna vous parlait tout à l'heure de Skype qu'on faisait et c'est vraiment très, très sympa. Et on ne parle pas, on parle pas que de gâteaux et de cuisine, hein, on parle aussi souvent de recrutement et quand vous bloquez par là, voilà. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a d'autres choses sympathiques aussi. Entre nous, bon, c'est pas souvent, bon, on ne va pas vous faire peur, hein. Et donc, les outils, l'interaction. Donc, le but aussi, c'est d'avoir une interaction. On vous a parlé de ce côté famille. C'est vraiment une deuxième famille qu'on a tout de suite parce que moi, je suis arrivé, il va peut-être falloir que je sois un petit peu plus… voilà. Je suis arrivé, j'étais dans un état, je venais de fermer une petite boîte qu'on avait ouverte, comme je vous le disais. Donc, je suis arrivé dans un état où j'avais le moral vraiment à zéro, vraiment. Et ce qui m'a beaucoup aidé dès le départ, c'est la semaine de développement personnel. J'étais tellement mal dans ma peau et dans la situation que j'avais beaucoup de mal à prendre la parole en public. Et s'il y a un point sur lequel je vais vraiment insister, pour moi, personnellement, dans ma vie personnelle, je ne parle pas de vie professionnelle, hein, c'est ce développement personnel-là. Il m'a vraiment fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parce que j'avais passé quelques mois à rester chez moi, à pas sortir, à m'enfermer un peu, parce que j'étais totalement dans le noir, je me demandais ce qu'il fallait faire. Et j'étais vraiment mal dans ma vie, quoi. Mais ça a été une deuxième famille pour moi. Et du coup, j'appréhende beaucoup la fin des cours, comment tout ça va se passer, quoi. Parce que c'est devenu finalement des gens sans qui j'ai beaucoup de mal mais bon, j'espère qu'ils seront là. Et un deuxième point, ça va être des bilans et des perspectives. Donc, tous les matins, au retour d'entreprise, tous les lundis matins, on commence par faire un tour de table et on s'explique un petit peu. Chacun fait un retour sur ces 3 semaines de cours d'entreprise plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il a progressé, quelles sont les masses de progression qu'il a eues et qu'est-ce qu'il attend surtout de la semaine qui commence. Donc, ce bilan-là, il est fait et
et on relève aussi hein, les difficultés en entreprise qu'il y en a eu et en fonction de tout ça, ils adaptent, ils apportent des corrections en fonction des attentes de chacun et de tous. Le but ici, vraiment, c'est que la semaine serve, qu'elle soit rentable au maximum pour chacun, que chacun ait le maximum de réponses sur ses attentes et qu'il puisse monter en compétence au bout de la semaine. Donc, du lundi au vendredi soir, c'est une semaine, mais c'est incroyable comme on peut avancer sur ce métier-là en si peu de temps avec des outils concrets encore et précis. Donc, des points matinaux, mardi, du mardi au vendredi. Donc, lundi, on a dit qu'on faisait le point sur les 3 semaines passées en entreprise. Donc, à partir de lundi matin, de mardi matin plutôt, on fait un point matinal pour parler un petit peu de ce qu'on attendait de la journée aussi, de ce qu'on attend du formateur, de tel cours et ce qu'on a fait aussi. Et le soir, on fait un autre point le soir pour expliquer un peu comment on a vécu la journée. L'idée ici, c'est de savoir, par exemple, je vous donne un exemple concret. Au début, on faisait 2 pauses. Et après, on s'est rendu compte que quand on faisait les retours le soir, on s'est aperçu, moi personnellement, je faisais partie de ceux qui avaient dit, une fois, ça a été fatigant la journée. Donc, du coup, on s'est arrangé à faire désormais 3 pauses pour que les gens soufflent un petit peu. Donc, ça, c'est plutôt des retours qu'on fait. On n'attend pas un mois pour le faire, on n'attend pas une semaine pour le faire. Tous les jours, on fait des retours. L'idée, c'est d'adapter de manière à ce que chacun puisse apprendre en n'étant pas assommé, que chacun puisse être vraiment à l'aise à son rythme. Donc, ils sont vraiment attentifs là-dessus et les outils servent aussi à ça. Et on fait ces points-là pour ça. Donc, le matin et le soir, on fait des points tous les jours pour que chacun garde le cap et qu'on laisse personne au bord de la route. Donc, de retour en fin de journée, j'en ai parlé. Donc, un dernier point, ça va être des espaces d'échange aménagés. Et les espaces, c'est d'abord des interviews. Alors, les interviews, on fait venir des professionnels, que ce soit dans le recrutement ou ailleurs, hein, dans d'autres secteurs. L'idée ici, c'est de vous donner le maximum d'informations à la fois sur le secteur et sur d'autres secteurs d'activité sur le marché. Et ils font venir des professionnels qui interviewent et souvent, parfois c'est Nicolas, parfois c'est Aurélien qui passe l'interview, mais c'est vraiment des interviews et vous participez parce qu'il y a des outils, des Slack, vous avez un channel qui est ouvert, qui vous permet de poser des questions et celui qui est en train de passer l'interview, il relaie ces questions-là et l'invité en face, il répond au fur et à mesure. Vous posez toutes les questions. Par exemple, Alix qui il me semble, veut plutôt monter sa boîte, aurait quelqu'un qui travaille, qui est YouTuber, par exemple, qui a une success story, elle pourrait poser toutes ces questions. Quels sont vos freins? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment vous réagissez? Donc, ça, c'est plutôt des choses concrètes qui vous permettent après de capitaliser sur ces informations-là en développant du réseau parce que ces gens qui commence viennent… pas à promettre des YouTubeurs. Hein. On fait venir des gens dans la limite des gens que je connais. Et rassurez-vous, il y en a beaucoup et ils sont super intéressants. Donc, du coup, et oui, il y en a un qui nous a parlé de café en République dominicaine, c'est ça? Oui, Benjamin Jean. Ouais. Ah, Benjamin Jean, voilà. Donc, il y a des gens super intéressants qui ont des success stories et qui vous font donc des retours d'expérience du coup, c'est beaucoup d'informations, c'est des ouvertures sur des réseaux et qui vous permettent après de vous relancer et d'aller vers la direction que vous choisirez plus tard avec plus d'outils, donc plus d'aisance et donc plus de possibilités de réussir. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi l'askenifing. Alors ça, on le fait les mercredis. C'est un truc très sympa que j'adore. Alors là, c'est le moment Eureka pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une boîte. Pendant toute la semaine, vous prenez des bouts de papier, des post-it, vous mettez les questions que vous voulez. Alors, l'idée est partie d'un constat qu'eux-mêmes ont fait hein, chez LDR. Ils se sont rendus compte que les gens posaient des questions sur le recrutement, mais qu'il y avait peut-être d'autres questions, d'autres sujets sur lesquels ils souhaiteraient entendre les formateurs ou les uns les autres. Donc, vous posez toutes les questions. Je me rappelle un jour, l'une des toutes premières questions que j'ai posées, c'était sur les pyramides d'Égypte. Vous vous rendez compte? Le papyrus de Rinde, ça n'a rien à voir avec le recrutement, mais voilà, j'ai posé ces questions-là. Et du coup, vous prenez mercredi matin une demi-heure, 45 minutes pour discuter de tout ça et on en parle. Et du coup, l'intérêt, c'est
c'est encore une fois de répondre aux soucis parce qu'ils ont le souci vraiment de répondre aux attentes de chacun. Si ça se trouve que vos attentes, vous pensez que c'est pas assez intéressant, mais en fait, non, c'est intéressant. Donc, vous posez les questions et tous les mercredis matins, vous commencez par ça. Vous faites le point, ensuite vous passez à la sconifing, vous parlez de tout et de rien et après ça détend et vous continuez plus tard dans les cours. Donc, il y a des office hours aussi. Alors, les office hours, Nicolas en a parlé un petit peu. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que l'école. Il y a l'entreprise. Vous pouvez avoir des soucis avec un manager. Vous pouvez avoir quelques difficultés. Ça peut arriver. On n'est malheureusement pas dans un monde où tout est rose et j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez des difficultés, on vous accompagne et on consacre donc quelques heures à chacun et c'est individuel. L'accompagnement est individuel et parfois c'est Laurent qui le fait, parfois c'est Nicolas, parfois c'est Aurélien. Alors, là aussi, j'ouvre une fenêtre en expliquant en précisant simplement qu'ils sont 12 dans l'équipe chez LEDR, mais vous avez accès à tout le monde. Vous pouvez échanger avec tout le monde quand vous le souhaitez. Vous pouvez échanger avec Nina, avec Lorraine, avec Nicolas déjà les cours, et avec Laurent qui est le CIO, mais si on ne vous le présente pas, vous ne le saurez pas. Et voilà, donc c'est assez simple et c'est une culture d'entreprise assez particulière où les gens sont vraiment ouverts, vous pouvez discuter avec les uns et les autres sur n'importe quel sujet à tout moment. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le loup-garou. Alors, ça, c'est plutôt entre nous et on est très friands de ça. C'est après les cours, le soir en général. On organise des parties de loup-garou. Ça boit un peu d'eau, hein, un peu de jus et un peu de tout. Et quelques soirs, on discute, on échange, on fait un petit peu la fête parfois. Et même à un moment de confinement, on a Skype, on partage. Et c'est vraiment des merveilleux moments de partage qui permettent de créer un esprit de groupe. Et ça aussi, mine de rien, c'est quelque chose qui pourra vous servir plus tard parce que ça vous apprend à travailler un peu le management, le groupe et tout ça. Et voici à peu près le survol de ce que je souhaitais partager avec vous. Mais encore une fois, je précise une chose, c'est que je suis arrivé dans un moment où j'étais vraiment pas bien dans ma vie personnelle, mais professionnelle aussi. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de reprendre confiance, de reprendre les manettes, de reprendre la main sur ces leviers de ma vie là. Et aujourd'hui, c'est pas une expérience que j'aurais ratée pour rien au monde. J'aurais pas hésité et j'appréhende plutôt la fin des cours d'ici quelques temps. Et c'est dommage parce que on est resté pendant 2 mois en confinement. C'est donc autant de semaines perdues de contact. Il y a Ralil qui vient d'arriver. Voilà. Avant qu'il reparte, Ralil, pareil, encore un ancien élève. Je pose la même question qu'à Théla ou pas? Voilà, donc on laisse Khalil parler s'il a des choses à dire. Je viens de le réadmettre, il avait dû partir. Ah, c'est partir. Ok. Ralil. Vas-y, tu m'entends? T'es là, Khalil? Il a son micro coupé, je sais pas qui l'a coupé son micro. Ouais. Ça coupé vas-y. Du coup, même question qu'à Joanne et Jennifer. Comment tu as vécu ta scolarité? Très succinctement. Ok. Et avant de commencer, on peut pas voir la tête là, les anciens, Sylvie, Tanit, Yann, Ralil, allez, on monte vos têtes, allez. C'est pas des anciens. Il est en deux, hein, Khalil? Si, c'est des anciens presque. Ah non, c'est des présents. Je suis en double? Ah ben oui. Ouais. Faut pas tenir compte de sa caméra. C'est quoi la question? Comment tu as vécu ta scolarité? C'était intense, émotionnellement parlant. La première partie de l'année, tu découvres un système que tu n'as jamais connu jusqu'à maintenant, que tu as été à la fac ou en école de commerce. Tu apprends plein de choses. Et on te donne l'amour du savoir. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu as appris ce qu'il faut pour l'année, ça m'a rendu plus facile l'apprentissage de nouveaux savoirs pour la suite de ma vie, même pendant mon travail actuel. J'apprends régulièrement et ça, je l'ai appris à l'EDR. Avant, je le faisais pas. Donc, voilà comment j'ai vécu. C'est lui qui gagne plein d'argent. Voilà, j'ai essayé d'être concis.
Yes, merci Raviv. Et du coup, la personne d'après, c'était qui? Apolline, pour C'est la moi. reconversion. Ouais, c'est moi qui vais conclure. Tout à l'heure, c'est Lina, je crois, qui posait la question et qui demandait si on pouvait faire LEDR sans jamais avoir fait de recrutement. Comment te dire que oui, j'en suis la preuve vivante parce que je viens pas du tout du milieu du recrutement. Moi, avant de venir à LEDR, je faisais une école de sage-femme en Belgique, où j'ai fait 6 ans d'études là-bas. Alors, je suis pas une psychopathe, contrairement à ce que disait Nicolas. Oui, j'ai toujours su et pensé que je serais sage-femme plus tard. Malheureusement, dans la vie, il y a des événements. C'est pas la définition de psychopathe, quelqu'un qui sait dès le début qu'il a envie de passer sa vie à regarder des gens qui accouchent. La définition de Mais c'est psychopathe. pas une naissance. Bon, ça peut être hardcore, mais c'est spécial, oui, je suis d'accord. Mais bon, du coup, voilà, la santé a fait que j'ai dû arrêter mes études juste avant le lancement de mon diplôme. Et donc, du coup, l'année dernière, j'étais un peu perdue, un peu comme Ibrahima. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu cherché et tout ça. Et puis, par le plus grand des hasards, mon conjoint, en même temps, il cherchait du boulot. Et il a été contacté par des recruteurs. Alors, pour ceux qui n'aiment pas de recrutement, vous verrez, il y a plein de noms qu'on donne, recruteurs, Talent Acquisition, Excellence. Donc, il a été contacté par ce genre de personnes-là. Et puis, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a dit, moi, je te vois trop faire ça. J'aime le contact avec les gens et tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner sur comment arriver à ça. Alors là, comme Émilie, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Pourtant, j'ai fait des PIO, j'ai fait l'Institut des métiers à Paris, mais personne ne savait me dire quoi. Et puis, par contre, ce que je savais, c'est que je voulais de l'alternance parce que pour moi, c'est une formation, c'est la meilleure moyen d'être formée, que ce soit pendant mes études de sage-femme, j'étais tout de suite sur le terrain, j'apprenais ma théorie et puis tout de suite après, j'allais faire 2-3 semaines, voire un mois de stage. Donc, on apprend sur le terrain tout de suite et donc je voulais ça. Puis aussi, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que au moins, en alternance, on est payé, ça nous permet d'être indépendant. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher. Alors, j'ai pas forcément trouvé. Et puis, par hasard, en fait, je suis tombée sur une annonce qui parlait, qui était rattachée à l'école du recrutement. Et donc, du coup, j'ai cliqué et puis j'ai un peu regardé c'était quoi l'école du recrutement. Puis là, je me suis dit, ah, mais c'est très bien, c'est une formation d'un an. Bon, c'est bien. Moi, je sors de 6 ans d'études. J'avais pas forcément envie de faire de reprendre pour des études longues. J'étais intéressée par le recrutement, mais j'avais un peu peur que ça me plaise pas non plus. Donc, du coup, j'étais là, bon, là, au moins, je prends pas grand risque pendant un an. Ils me promettent d'apprendre plus que le recrutement, mais surtout le recrutement, mais d'apprendre plus sur moi-même. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Puis, comme Émilie, grande fan de Harry Potter et tout ça, quand j'ai vu qu'il y avait la coupe des 4 maisons, qu'il y avait un Dumbledore, je me suis dit, ah, mais c'est pour moi. En fait, je pense qu'on est plusieurs dans la promo, je vais peut-être parler en anglais, mais en fait, c'est un peu tombé par hasard, en fait, l'école du recrutement, on s'y attendait pas. Et c'est comme si d'un coup, on cliquait sur le site, on se disait, en fait, c'est ça qu'il nous faut maintenant. Et donc, du coup, l'aventure a commencé. Donc, du coup, vu que je n'ai pas du recrutement, j'avais peur de ne pas trouver de stage. Je me suis dit, voilà, je viens pas du recrutement, j'ai aucune formation de RH, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Bon, vous allez me dire que l'hôpital, c'est une grande entreprise, mais en fait, dans le milieu médical, on est sur le terrain, les bureaux, je connaissais pas, quoi. Et donc, du coup, j'avais un peu peur de ça. Et en fait, non, Aurélie m'a accompagnée. Il m'a dit, non, tu as quand même de l'expérience, tu verras. Tu as quand même fait 6 ans de stage dans des milieux particuliers. Tu as quand même une expérience à montrer. Il faut vraiment que tu joues là-dessus. Et en fait, j'ai trouvé mon alternance assez rapidement. J'ai trouvé mon alternance, ça faisait une semaine que j'avais postulé grâce au réseau des LEDR et aussi les recherches que moi j'avais faites, que j'avais déjà plein d'entretiens. Et la première semaine, j'ai enchaîné avec 4 entretiens à la suite. Et au bout de 2 semaines et demie, j'avais trouvé mon alternance. Donc, comme quoi, effectivement, on peut trouver ça. Et donc, voilà, après, c'était parti et je ne regrette pas du tout mon choix. Et aussi, ce qui était pour moi important de partager avec vous, c'est qu'en fait, on arrive bientôt à la fin de cette année. Et en fait, je ne regrette pas du tout mon choix. Je fais partie des élèves, les premiers jours, Nico, il vous l'a dit aussi aujourd'hui, il dit, moi, j'attends pas vous soyez des recruteurs à la fin. Et moi, j'étais un peu dans ce mood-là en me disant, ah ouais, en fait, moi, je suis pas sûre de vouloir devenir recruteuse, ça m'intéresse, mais est-ce que je veux faire ça toute ma vie?
Bon, après, j'ai kiffé ce que j'apprends et j'ai trouvé un métier qui me passionne même plus que le métier de sage-femme et je pensais pas que ça pourrait arriver. Du coup, franchement, ouais, je te jure, ça fait un peu petite promo, hein, mais franchement, je pensais pas. Et, Bah oui, c'est étonnant. Qu'est-ce qui peut être mieux que d'accoucher des gens dans le sang et dans la douleur? C'est vrai. Mais Qu'est-ce qui peut être arrête, mieux? il n'y a pas que ça, il y a tout un accompagnement et en fait, c'est pas si éloigné que ça, en fait, le métier de recruteur, parce qu'il y a tout, quand t'as une patiente qui arrive, tu fais tout ton suivi, tu prépares ton soin, tu dois poser les bonnes questions pour faire ta meilleure prise en charge. Donc, il y a quand même des points communs et surtout, ce que je voulais partager avec vous, c'est que grâce à LEDR, voilà, je vous l'ai dit au début, j'ai des problèmes de santé. Ben, en fait, LEDR m'a permis d'accepter mes problèmes de santé, d'accepter mon statut de travailleur handicapé. C'est grâce à eux et à mes camarades que j'ai pu commencer les démarches pour avoir ce statut. La première semaine, en fait, on a fait beaucoup de développement personnel. On a fait, Nicolas vous l'a dit, un travail avec une actrice professionnelle. Et en fait, moi, au début, j'étais hyper réfractaire à ce genre de trucs. Et en fait, après cette semaine, je suis arrivée, j'avais 1000 bagages sur mes épaules. Et à la fin de cette semaine, en fait, mes bagages, elles étaient... ouais, enfin, je les avais plus. En fait, c'est comme si je les avais laissés en arrivant dans l'ascenseur. Et que, voilà, on m'a volé mes valises grâce à LEDR, mais je me sens beaucoup plus libérée. Et donc, du coup, ils m'ont permis d'avancer et de l'accepter et d'évoluer au fur et à mesure. Je pense que LEDR, c'est l'une des choses ça arrive au bon moment dans ma vie. Et c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée professionnellement parlant. C'est-à-dire que oui, j'ai mis au monde des bébés et c'est magnifique. Et pour certains, je sais qu'il y en a qui diront que non. J'ai eu la chance de partir 6 ans faire des études en Belgique. Ça, vous allez me dire que c'est pas le bout du monde, mais j'ai quand même rencontré des gens qui venaient de milieux et de pays différents parce que la Belgique, il y a beaucoup d'étrangers qui font leurs études là-bas. C'est très cosmopolite. Mais en fait, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit, on a tous notre vécu personnel et professionnel. On a tous eu des couacs perso, des couacs pro. Et en fait, on a tous été là les uns pour les autres. Comme Nico, Aurélien, Laurent ont été là, que ça soit... Donc en fait, pour moi, on en ressort grandi. Et ça, c'est clair. On a plein de recrutement et ça, c'est clair. Vous allez repartir avec des super bonnes bases. Un super réseau. Après, c'est à vous de savoir après utiliser ce réseau. C'est pas du tout cuit non plus, mais en fait, ça vous pousse à vous dépasser. Moi, je suis quelqu'un qui avait toujours rêvé d'écrire et qui n'avait jamais écrit. Et maintenant, je me mets à écrire des articles et j'apprécie ça. Et c'est un super échange. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc voilà. Donc, on a tous un peu partagé nos ressentis. J'espère que ça vous aura un peu ouvert et puis vous aura donné des idées et envie de nous rejoindre surtout. La LEDR Family pour cette 3e promo. Parce que c'est vraiment une famille. On voit avec les enfants qui reviennent. Vous voyez, du coup, ils les appellent, ils débarquent. Donc, c'est vraiment une bonne ambiance. Là, entre-temps, il y a des élèves de la promo aussi qui nous ont rejoints pour pouvoir échanger et pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, si vous n'osez pas parler oralement parce que voilà, vous êtes timide, il n'y a pas de souci, vous n'hésitez pas, vous les mettez sur le chat. Puis sinon, si vous avez des questions, allez-y, on est là. Ralil me dit que plein de gens lui posent des questions sur son salaire en privé. Donc oui, vous pouvez poser des questions à l'écrit en privé. Grave. Assumez, posez les questions devant tout le monde, comme ça les réponses... Assumez vos questions. Une des phrases clés de LEDR, c'est « on vit, on meurt ensemble », donc on répond. Non, on vit ensemble, on meurt sans Yann. C'est ça la devise. Défends-toi Yann, défends-toi. Plus sérieusement, question. Numéro national. Hello, Danit. J'ai une petite question. Mon objectif, ça serait de trouver une entreprise en dehors de Paris. Est-ce que il y a des étudiants qui sont en alternance en dehors de l'île de France? Léna? Ouais, moi je suis en alternance à Rennes, à côté de à Rennes. Rennes, ok. C'est ce que j'avais cru comprendre tout à l'heure. Moi, idéalement, ça serait de trouver quelque chose sur Rennes aussi. Oh là là, qu'est-ce que t'as moi je suis sur Rennes, il y en a sur Lyon, enfin il y a Agnès qui est sur Lyon, il y a Louise de base qui est de Perpignan mais elle a son entreprise sur Paris. Qu'est-ce qui fait l'aller-retour? Il y a Lucille qui est de Niort
Bien, ouais. On est plusieurs en fait à faire l'aller-retour. Tu fais l'aller-retour pour la semaine et c'est possible. Et je sais que sur Rennes, il y a des entreprises. J'ai vu une annonce d'ailleurs sur le site de l'EDR où ils recherchent une alternante, mais c'est à côté de Rennes. Il faudrait que tu regardes sur le Oui, site. j'ai vu, c'est Emeraude RH. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, j'ai vu le lien, là, je suis allée voir. Et il y en a une vers Combourg, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, C'est ce cabinet-là. Ok. Putain, les Normands, vous aimez trop rester en Normandie. Déjà, mais c'est c'est des pas la Bretons. Normandie. C'est Arrête. pareil, j'ai déjà pas dit, les il y a Normands. du cidre, il y a des Calme. crêpes, il y a le Mont-Saint-Michel. Te c'est calme vraiment tout droit. de suite, Nicolas. S'il Tu vous te calmes plaît, tout les de suite. Normands. Le Parisien qui est perdu, quoi. La base. Ouais. D'autres questions? Non, plus Non, sérieusement, non, il y pour a notre évidemment rassure. il y a plus d'offres à Paris parce que Paris il y a plus il y a par définition plus d'offres, mais tu as plusieurs élèves hein, qui sont pas à Paris. Ça dépend de ta capacité toi à trouver une boîte qui le sera pas. Et effectivement, je confirme que quand je regarde un peu les événements, parce qu'on a des événements un peu sur chaque, on a un événement sur chaque région. Ça s'appelle il y a Trou Paris, Trou Lyon, Trou Nantes, Oui, il y a le etc. Trou Rennes. Voilà, exactement. Bah, les plus dynamiques, c'est Nantes, Lyon et entre Rennes et Lille. Ça dépend des années. Mais donc, c'est des régions où tu as quand même pas mal d'activités de recrutement. Bordeaux aussi, hein. Bordeaux, il n'y a jamais eu. Mais après, c'est parce qu'on a peut-être moins de réseau à Bordeaux. Il y a de l'activité, mais nous, on a moins de réseau là-bas. Ok. Mais moi, c'est la ville, c'est Nantes qui m'avait étonné. Nantes, je crois que c'est un des Ouais. deuxièmes plus gros événements qu'on fait, alors que je pensais que Lyon serait plus gros, tu vois. Nantes, c'est la meilleure ville. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'aurais trouvé mon alternance là-bas, je serais là-bas. Non, mais j'aime bien, mais je pensais pas qu'il y avait autant. Il y a vraiment beaucoup de recruteurs à Nantes. Par rapport à la taille de la ville, il y a beaucoup de recruteurs à Nantes. Pour te dire, Ça me rassure, comme ça, je peux y retourner. nous Nantes, c'est notre plus grosse agence. Ah ouais? Après Paris. Ah, Ouais. bien sûr. On est pour recontextualiser pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je travaille dans un cabinet de conseil ou ESN ou SS2I. Et en gros, on est 500, mais sur l'agence de Nantes, c'est la deuxième plus grosse après Paris. J'ai une question. Ok, j'ai une question. Je vais y répondre directement. Donc, il y a une personne qui me dit, si j'ai bien suivi, les autres, ils avaient entre 28 et 33. La différence vient juste de l'entreprise où tu avais juste des meilleures notes qu'eux. Alors. C'est pas les notes qui font ça. Ça tombe bien. Et heureusement que c'est pas une note parce que j'étais pas celui qui avait les meilleures notes. J'étais un peu en dents de scie, quoi. Parfois c'était très bien et parfois c'était 0, quoi. Non seulement j'avais pas des meilleures notes que le reste de la promo, et je pense pas que j'étais meilleur. Honnêtement, il y avait des profils extrêmement différents dans la promo et chacun avait ses forces. Je pense que déjà toutes les entreprises elles peuvent pas aligner les mêmes salaires. Je connais quelqu'un qui avait bossé de start-up à start-up et qui s'est fait dégager de start-up à start-up. Parce qu'une start-up, ça va lever beaucoup de cash, ça va en cramer beaucoup, ça peut bien vous payer. Par contre, c'est instable. Ils ont un business model qui change perpétuellement, etc. L'exemple typique, c'est Hitch, un concurrent de Uber. Ils ont viré la moitié de leur équipe recrutement, comme ça, du jour au lendemain. Parce qu'il y avait moins de croissance. Donc déjà, le choix de l'entreprise est importante, mais au-delà de l'entreprise, moi je viens de Lyon et quand je suis arrivé de Lyon, je me suis dit, ok, après cette école, j'aimerais bien avoir minimum 28K. Quand on m'a dit, on t'embauchera pas en dessous de 34, j'étais dans une ESN et quand j'ai voulu partir, on m'a dit non, mais on t'embauche à 36. Et finalement, je suis quand même parti et j'ai rejoint notre entreprise. J'ai eu des propositions plus élevées que celles que j'ai eues. Mais en général, ouais, pour débuter, c'est entre 28 et 33. Je peux vous donner un conseil maintenant avec le recul, parce que pendant longtemps, j'étais un peu en mode je voulais un bon salaire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que plus vous avez un salaire qui est important, plus les responsabilités, plus la pression que vous avez sur les épaules, elle est grande. C'est sûr. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on se rend compte sur le moment. On se dit juste, oh putain, je gagne 2005, c'est trop bien. Mais en fait, si on vous donne cette somme-là, c'est que vous devez rapporter, je sais pas, 2 ou 3 fois cette somme. Donc, il y a pas longtemps, j'ai eu mon entretien annuel. J'avais discuté un peu avec ma manager
et sur l'idée d'augmenter mon salaire. Et elle m'avait dit, tu sais, Khalil, elle m'a dit, si tu veux même 60K, je te les donne. Si tu veux 60K, je te donne 60K. Par contre, il va falloir justifier ces 60K. Je veux dire, en termes financiers, il va falloir justifier. Et si tu veux pas remplir tes promesses, eh ben, fin du contrat. Donc, c'est toujours pareil. Il n'y a pas la même pression. Là, je vois avec le coronavirus, vous savez bien que les entreprises sont un peu bousculées, etc. Ma manager, elle est au CODIR, c'est le comité de direction, avec d'autres personnes. C'est les plus gros salaires de la boîte. Honnêtement, la pression qu'il y a sur leurs épaules, elle est incomparable à la pression qu'il y a sur n'importe quelle personne de l'entreprise. Donc, voilà. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour répondre directement à la question du comment, en vrai, ton salaire, il dépend de deux choses. Il dépend de l'entreprise, c'est-à-dire la grille des salaires qu'elle est prête à proposer, et elle dépend de ta capacité à négocier. Point. Les gens qui ont un gros salaire, parce qu'ils négocient mieux. Alors, Ali, il avait déjà négocié son salaire d'alternant au milieu de l'année. Au milieu de l'année, il est passé de 1000 à 1500, juste en négociant. Et c'est la même personne, donc ce n'est pas une histoire de notes ou de je sais pas quoi. C'est à quel point tu es capable de négocier, et tout le monde n'est pas capable de négocier. Surtout quand j'avais négocié. Vas-y, termine. Non, vas-y. Non, mais surtout quand j'ai négocié pour mon alternance, que je suis arrivé à 1500 net, là, ça faisait 3 mois que j'étais là. Hein. Et j'avais fait aucune signature en plus. Donc, vous avez vu le culot, quoi. C'est ce que je répondais tout à l'heure à la personne qui m'a posé la question. Comment tu as fait pour avoir ce salaire-là? Honnêtement, je vais vous dire la théorie et la pratique. La théorie, c'est que pendant mon alternance, ce que j'ai fait, c'est que Nina m'a aidé et ensemble, on avait préparé la négociation de l'alternance. Ok, je l'ai préparé. Nicolas, je ne sais pas si c'est toujours dans le programme, mais il y a un cours sur la négociation. Si, c'est au premier impression. Voilà. On l'a fait, Qui oui. est vachement bien fait. Et honnêtement, moi, je l'avais complètement oublié. C'est Nina qui m'a replongé dedans. Mais tu sais qu'il y a Nico qui t'a fait un cours de négo. Donc, mais pour de vrai, j'avais zappé. Je vais me faire, ça me dit quelque chose, ça. Ah, c'est le cours de Nico. L'arnaque, quoi. Donc, ce cours, il est incroyable. Et d'ailleurs, je me suis appuyé sur ce cours pour faire une conférence sur la négociation. Donc, il est vachement bien. Et il s'appuie sur des bases solides. Donc voilà. Et sinon, mes négociations d'entrée dans mon entreprise et surtout là, à mon entretien annuel, je les ai complètement foirées. J'ai fait ce qu'il faut jamais dire en entretien, à savoir, tu sais Coralie, qui est le nom de ma manager, tu sais Coralie, en vrai, même si tu me donnes pas d'augmentation, je bougerai pas. Je tiens trop à cette boîte. Et c'est vrai en plus. J'aurais pas eu un seul euro de plus et je serais quand même resté, quoi. Donc, il y a un principe dans une négociation qui est sympa, c'est meilleur est votre plan B et meilleur est votre rapport de force dans la négociation. Alors, par rapport de force, j'aime pas trop le terme, mais vous n'êtes pas dans la même situation si vous avez différentes entreprises qui veulent vous embaucher à aucune entreprise et l'école, c'est la semaine prochaine, quoi. Voilà. Là, j'ai pas été concis. C'est pour ça qu'il a précisé d'être concis. C'est très, très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vois qu'il y a Jennifer aussi. Coucou Jennifer. Jennifer. De toute façon, tout le monde reste dispo sur LinkedIn. Hein. Ouais. Oui, pareil, je suis dispo, pas de souci. Et ben voilà. Merci Khalil. On arrive à la fin. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Après, on vous enverra un mail avec nos LinkedIn et tout ça, comme ça vous pourrez nous contacter chacun si vous voulez. Sinon, je ne sais pas si Lorraine est toujours là. Est-ce que tu es toujours là, Lorraine, ou pas? Non, elle est partie, elle a eu un petit souci de connexion. Ah, d'accord. Bon, bah, on va la présenter du coup. Je peux rajouter une chose? Ouais, vas-y. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une réponse bidon quand il m'a dit comment s'est passé l'école. Je sais pas qui ici est dans la promo ou pas, mais je sais pas ce qu'a été votre parcours. Moi, j'ai eu un parcours chaotique. J'ai eu un bac en 2012. J'ai fait 2 ans de médecine, 4 ans de droit. Franchement, c'était galère. Et en fait, la seule chose qui a changé avec LEDR, c'est que pour la première fois, j'ai pas suivi un diplôme. J'ai pas suivi un poste. J'ai pas suivi une réputation. J'ai pas suivi mes parents ou des amis. J'ai simplement suivi un enseignement qui me plaisait vraiment. Peu importe le diplôme, peu importe ce que j'allais faire à la fin et peu importe le métier. Aujourd'hui, je fais mon taf de recruteur, ça se passe super bien et j'ai de la gratitude.
Mais je sais que même pas d'ici quelques mois, je serai plus recruteur. Donc, ce qu'elle donne, cette école aussi, c'est beaucoup de confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je pense que la promo ici, elle pourra me le dire. C'est pas toujours facile l'année, c'est assez intense, mais il y a énormément de bienveillance. En fait, quand vous venez à l'école, on vous demande d'enlever tous vos masques petit à petit. Certains y arrivent, Littéralement à d'autres poil. pas. Hein. Ouais. Moi, je me suis littéralement, j'étais à poil, pas physiquement, mais 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 c'est assez intense. Et il y a une nana dans ma promo qui, à la fin de l'année, a pleuré parce qu'elle avait l'impression d'avoir raté, enfin, d'être passée à côté de son année parce qu'elle faisait pas les événements avec nous, elle restait pas souvent, etc. Et donc voilà, c'est une année qui est ultra intense, il n'y en a qu'une seule. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous décidez de venir à l'EDR, vivez votre année à fond, quoi. Parce que honnêtement, moi, ça m'a bouleversé ma vie et ça pourrait en faire de même de votre côté. Mais pour ça, soyez drivé par le kiff, quoi. Qu'est-ce que vous aimez faire? Il y a un exercice que Nicolas il faisait souvent qui était trop bien. C'est en abscisse, vous avez la timeline, donc c'est le temps, et en ordonnez votre niveau de bonheur. Et il est simple. Et vous regardez simplement les moments de votre vie où vous avez été heureux et un peu moins heureux. Et du coup, moi, je regardais plus devant moi en me disant, oh, j'aimerais bien être un avocat, la Hervé Specter dans Suits qui fait du droit, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaisait. Et en regardant dans mon passé, je me suis rendu compte que j'aimais bien recruter. Je l'ai vécu à deux moments, quand j'étais président d'un B2 de droit et à un moment quand j'avais monté une boîte. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste soyez drivé par ce qui vous fait vraiment kiffer, quoi. Moi, je disais souvent, c'est la dernière balle dans mon barillet parce que j'avais plus rien à perdre. Là, je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies, à quel niveau de votre cursus scolaire, mais si vous le faites, franchement, soyez drivé par vos tripes, quoi. C'est ce que je voulais rajouter. Ah bah, c'était beaucoup mieux ça. Là, tu peux m'envoyer ton RIB et on fait le virement parce que. Non, mais il a tout dit, c'est un concentré. On met tous nos tripes et on vient tous avec notre expérience et notre histoire. Certains ont des ailes, ont perdu des plumes plus ou moins que d'autres. Et en fait, ça te permet, comme le disait aussi Brahima, moi aussi d'ailleurs, en fait, on se reconstruit et on crée. En fait, on fait un peu comme si on faisait table rase du passé et on part de zéro et en toute confiance et en toute bienveillance. Et ça, c'est vraiment primordial à retenir, quoi. Oui, et même en soi, même si c'est pas que le passé qui te rattrape et des fois c'est le présent et tout, franchement, tu t'es bien, enfin, tu fais des choses bien, tu ressors en fait de l'école. Je pense, bon, nous, on n'a pas complètement fini, mais on n'est pas très loin. Et en fait, tu ressors de cette école, au moins en te connaissant toi-même, en connaissant un peu plus tes limites et en avançant dans ce que tu veux faire, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. Merci, Tanit. De rien. Ah ben voilà, il est 16h04. Alors, juste avant de couper, du coup, donc voilà, je ne sais pas si certains sont déjà en contact avec Lorraine. Si oui, tant mieux. Donc voilà. Sinon, si ceux qui n'avaient pas entendu encore parler de l'école, si vraiment ça vous intéresse de nous rejoindre, déjà, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, votre interlocuteur privilégié sera du coup Lorraine Grandjean, notre zéro du recrutement. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'école du recrutement. Je vous mettrai sur la conversation, là, je vais vous mettre le lien direct si quelqu'un peut le faire. Sinon, je vais avoir un problème avec l'enregistrement. Comme ça, vous aurez juste à vous contacter et puis on vous aura un mail récapitulatif avec toutes les informations qu'on a dit aujourd'hui et puis surtout avec le replay. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur LinkedIn, sur les réseaux. Voilà. Cool. Voilà, il y aura nos profils LinkedIn sur le mail, je crois, en plus. Oui. Oui, donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rajouter et puis à poser vos questions. Et merci d'avoir été là et merci beaucoup. Yes. Bonne journée. À très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bravo les Petrov. Merci. Merci.